Vous pouvez voler les gens qui tapent les brains pour monter des projets similaires sur les mêmes thématiques. Et ça peut pas être border. En fait, il y a trop de personnes qui ont peur de passer peut-être pour des vendeurs de tapis, à se dire je vais pas mettre mon lien d'affiliation dans le post que j'ai fait sur Twitter, alors qu'en fait tout le monde s'en fout. Et nous on les voit les gens, ils arrivent, ils cliquent, boum. Enfin ils s'en branlent quoi, ils lisent pas le contenu. Le mec me téléphone 3 fois dans l'après-midi et tout, je fais mais what the fuck, c'est ouf, hein, ils sont réactifs. Ouais, j'envoie votre dossier aux États-Unis et tout. Ouais, ça doit 2 être jours ça. après ban, mais sans raison hein. Tout le bloc entier est cliquable, donc qu'importe où il clique, eh bien ils sont redirigés et ça règle complètement le problème. Faites des blocs cliquables, vous serez content de l'avoir fait. Faites toute la page cliquable. Bah, limite, hein. Les gens sont ultra stressés quoi, ils disent ah là là, je vais sur YouTube, les gens vont me juger, c'est de la merde ce que je fais. Mais Prends le script, Eleven Labs, vidéo et hop ça part. bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Et on a un sujet de podcast franchement cool. En tout cas, on a hâte d'avoir vos avis là-dessus. Le nom du podcast, c'est 3 conseils sous-cotés par thème. Donc, on va parler de SEO, on va parler de Media Buy, on va parler de YouTube, on va parler d'affiliation, de CRO et d'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de vous donner 3 conseils qui sont pour nous sous-cotés sur chaque sujet. Et donc, on ne s'est pas concerté avant. Ça se trouve, on aura des conseils qui se touchent. Ça se trouve pas du tout. L'objectif étant, comme d'habitude, de vous transmettre un maximum de valeur. Avant de commencer ce podcast, le Wizards Podcast, c'est un épisode tous les jeudis à midi. On y parle de business web au sens large, en essayant, comme je viens de le dire, d'apporter à chaque fois un max de valeur à notre audience. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Le petit like, le petit commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et les petites étoiles sur Spotify. Et dernière petite chose, et après, on rentre dans le vif du sujet, vous trouverez en description une formation gratuite sur ce qu'on appelle la vente de liens, qui est sans aucun doute l'un des business les plus accessibles et les plus faciles à lancer aujourd'hui en 2024-2025. Oh, c'est la veste Tribord qui part, ça, on a reconnu. Enfin voilà, on va pouvoir lancer le podcast, les gars. Qui veut commencer ? On commence par la thématique du SEO. Il y en a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui pratiquent le SEO eux aussi. Sujet qu'on connaît bien depuis 10 ans. Anto, Allez, je donne un truc, aller sur les marchés avec des alphabets différents. Très sous-coté. Pourquoi ? Parce que Google ne maîtrise pas les alphabets différents, enfin très mal. Et donc, tu peux être très agressif et tu peux te permettre de faire beaucoup de choses sur ces géos-là. Très agressif, ça veut dire du spam, par exemple ? Tu peux faire du spam, ça rank beaucoup plus facilement. Les filtres sont vachement différents. En fait, c'est plus du SEO 2010, quoi, tu vois. Tu peux être beaucoup plus agressif sur les encres et tout. Genre le russe, russe, Grèce, pays arabes, okay. Philippines, tous ces pays-là, quoi. Ok. L'IA gère bien la transition entre deux alphabets, tu vois ? Ouais. Franchement, ouais. Ok. C'est vrai qu'autant avant c'était compliqué, mais je pense qu'avant c'était compliqué parce que la traduction c'était chiant et tout à faire et t'étais jamais sûr de ce que t'avais, mais maintenant un chat GPT, surtout que là-bas je suppose qu'ils sont pas aussi tatillons que nous sur la partie rédaction IA, donc en fait tu peux rédiger ton article en français, le faire traduire intégralement par un chat GPT, copier-coller ça et puis voilà c'est parti quoi. Et ouais, il y a clairement, et en plus c'est des endroits qui sont peu tapés par les concurrents et où il y a quand même des affiliations qui payent en fait, donc ouais, t'as des gros marchés, hein. T'as le Japon par exemple, très gros marché, très gros pouvoir d'achat. Ouais, et quand tu vois la gueule de leur site. Et d'ailleurs, Anto, tu vois, par rapport à ça, est-ce que tu peux avoir un .com et aller ranker tranquillement au Japon, ou alors le TLD japonais est important ? Le TLD sera toujours plus important, c'est sûr, ça rankera mieux. Après, un .com, ça rank quand même. Ok. Franck, alors moi, mon point, c'était de faire de la SERP domination. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, ça reste complètement sous-coté parce que je vois toujours peu de gens le faire. Donc SERP domination, à part certaines niches où ça se fait vraiment, mais SERP domination, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement quand vous avez une niche que vous savez bankable, qui fonctionne, qui est cool, eh bien, c'est tout simplement de vous auto-concurrencer avec d'autres sites sur lesquels vous allez aussi faire les choses bien. On parle pas d'un PBN, genre en mode réseau de sites juste pour faire
pour propulser le monosite principal. C'est vraiment, vous créez d'autres monosites, où vous leur donnerez autant d'amour et vous investissez autant de budget. Et en fait, même si, par exemple, on va dire que sur la niche, vous êtes premier avec votre site principal, mais que le 2, 3, 4, 5, c'était des concurrents. En fait, vous allez, en étant premier, peut-être prendre, je sais pas moi, 30 ou 40% du business, mais le reste part un petit peu sur les suivants. Si vous arrivez à prendre les places 2, 3, 4 et 5, chose qui arrive rarement, mais si vous arrivez à avoir par exemple 1, 3 et 5, eh ben, vous augmentez clairement vos gains. Et hors ça, là où c'est ultra bankable, c'est que quand vous allez faire des deals d'affiliation ou des deals avec des marques ou qu'importe pour quoi que ce soit, quand vous arrivez et que vous dites, bah voilà, moi, mon site, il est premier, ils vont vous proposer un tarif, par exemple, pour eux-mêmes demander à être premier dans votre classement, par exemple, si vous avez un site avec des classements. Si vous dites, moi, je suis premier, mais j'ai aussi ce site-là qui est troisième et ce site-là qui est cinquième, bah là, le prix que vous pouvez demander n'est pas du tout le même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez négocier votre affiliation, eux, en plus d'avoir des sous qui arrivent en affiliation, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu de la e-réputation. Et s'il y a plusieurs sites qui les nomment à chaque fois comme étant la meilleure marque d'une thématique, eh bien, si les gens, par exemple, ouvrent les 5 premiers liens et que 3 fois, ils voient la même marque qui est première, ils vont se dire, ah ouais, quand même, ça doit être eux les meilleurs. Parce que voilà, c'est ça les classements sur Google, hein, c'est rarement ceux qui sont vraiment les meilleurs qui sont meilleurs, mais c'est le jeu et nous, on est là pour faire des sous. Heu, Quand vous arrivez du coup avec plusieurs sites, eh bien, vous avez une force de frappe qui est bien plus conséquente et donc vous pouvez négocier des tarifs largement supérieurs et en plus de ça, eux, ils sont super contents. Donc c'est toujours aussi sous-coté, c'est toujours à faire. Je pense que peu de gens le font et c'est dommage. T'as parlé du dernier avantage, ça se trouve, tu en as déjà parlé, je m'excuse, mais c'est le côté où tu fais peur à la concurrence, enfin, Non, où j'en ai tu pas parlé, décourages le. mais ouais, vas-y. Bah, c'est le dernier point super intéressant ce qu'on appelle la SERP domination, donc le fait de se positionner sur un même mot-clé avec plusieurs sites, plusieurs pages, enfin plusieurs noms de domaine. Ça permet aussi, quand quelqu'un va commencer à s'intéresser à votre mot-clé, un potentiel concurrent, il arrive, il voit qu'il y a déjà 4, 5, 6 sites sur le sujet qui couvrent le truc. Ça n'a pas du tout le même effet que s'il voit un site tout seul qui est là et qui a identifié une opportunité. Et voilà. Donc ça peut être aussi un moyen de freiner un petit peu les concurrents. Alors, par quoi je commence? Moi, je vais parler d'un truc qu'on a commencé très, très, très légèrement à évoquer, mais on n'en a jamais parlé trop dans le podcast. C'est ce qu'on appelle le linkless SEO. Je ne sais pas si le terme vous parle, mais c'est en gros le C'est fait de. J'allais dire, Non, non, c'est le je terme pense pas que c'est ce que tu bullshit de penses. je sais pas quoi pour te vendre du topical authority, quoi. Non, non, justement, Ah, ok. c'est pas du tout là où je veux Ok, en ok. venir. Mais c'est en gros, nous, c'est ce qu'on vous propose et c'est ce qu'on prône dans le Wizard Podcast depuis 2 ans. On vous explique à quel point aujourd'hui le fait de monter une marque quand on monte un site internet, c'est super important. On vous explique l'importance des EAT, mais tout le monde vous matraque la tête avec ça si vous faites du SEO depuis très longtemps. Et le linkless SEO, c'est en fait, aujourd'hui, on le sait, mais en gros, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien cliquable sur une page pour que ça ait potentiellement un impact sur votre site ou sur votre marque. Et donc, en fait, par exemple, le Wizard Podcast, ça se trouve, il a été cité dans un article qui parle de je sais pas quoi, avec allez voir cet épisode des Wizards, du Wizards Podcast. Et en fait, même s'il n'y a pas de lien, on peut en bénéficier. Et donc, ça rejoint un petit peu l'histoire de la construction d'une marque. Mais si vous voulez, en fait, arrêtez de vous matrixer forcément à 100% sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait des liens, que ça soit do follow, que ça soit clickable, que ça soit machin. Parce que la réalité, c'est quand vous créez une vraie marque, une belle marque, le fait qu'on vous cite sur le web au sens large peut avoir un effet très positif sur l'algorithme. Et voilà, c'est un truc qu'on n'a pas trop Est-ce que le c'est pas fait lié de. à la recherche de brand au final? Si, sans doute. C'est très puissant en local, hein, ça. Ok. D'ailleurs, c'est un des critères pour ranker en local, d'être cité sur des trucs locaux, quoi. Pas spécialement du lien, juste d'être cité. Voire même peut-être que Google va trouver ça plus naturel si tu es cité sans lien sur du local que. Ouais. Mais en tout cas, sachez que ça existe et en vrai, ça rentre dans une stratégie globale de construction de marque, mais c'est cool.
Ok, Anto. pour tips. Anto, eh ben, qu'est-ce qu'il dit Anto, il dit d'aller faire des EMD sur Bing. Toujours pareil, j'en ai déjà parlé 50 000 fois, mais sous-côté de ouf, Bing, parce que moi j'ai des campagnes qui tournent en Ads dessus, et ça fait quand même du volume. C'est pas Google, mais ça marche très très bien. Et par exemple, bah, pareil, Bing en local, bah, t'as pas toutes les problématiques de map et compagnie, enfin sur beaucoup de requêtes, Mm. ce qui te permet d'envoyer du spam assez facilement, et ça marche super bien, hein. Pareil. En vrai, c'est du trafic gratuit, quoi. Ouais. Très bon conseil. Mais par contre, il faut faire l'effort, on est d'accord, de prendre la Search Console de Bing et de Ah oui, mettre par ton contre, ouais. sitemap Et dedans, tout d'ailleurs, ça. sur Bing, les gens disent oui, Bing, c'est pas très connu, mais quand tu prends Ecosia et tout ça, c'est sur le moteur de Bing. Donc, enfin, tous les moteurs quasiment alternatifs fonctionnent sur Bing. Donc, ça fait pas mal de volume, hein, mine de Ok. rien. Yahoo, Ah ouais, enfin, je tous savais ces pas trucs-là. qu'Ecosia, tous ces trucs-là, c'était Bing. Ouais. Donc, c'est pour ça, ça fait pas mal de volume. Ok. Ok. Peut-être pas en search, d'ailleurs, peut-être tu me mets le doute. Peut-être pas en search, mais en ads, en tout cas, c'est sûr. Parce que quand tu ads, t'es sur tous les réseaux alternatifs comme ça. Ok. Donc, il faut le savoir aussi. Du coup, moi, mon deuxième point, c'était d'aller chercher des sources de trafic peu communes. Et ça revient un peu à ton point, Arthur. Pas forcément pour faire du lien, mais pour faire de la recherche de brand. Du coup, je pense à il y a des tonnes de trucs, mais Quora est connu, Reddit, même si en France c'est pas très gros, ça reste quand même quelque chose. Et après, il y a plein de forums thématisés sur des sujets, mais où le but, ça serait pas de venir dire uniquement voici mon lien, ça serait plutôt de faire des actions, ouvrir des sujets, répondre à des sujets. Par exemple, je sais pas, tu as des Reddit spécialisés sur les économies d'énergie, tu as des Reddit spécialisés sur les énergies vertes et des trucs comme ça. Et si moi j'avais une boîte de panneaux solaires ou une boîte, qu'importe ce que je fais en SEO, eh bien je répondrais un peu à ces messages et de temps en temps, de façon propre dans des messages, je dirais: «D'ailleurs, il y a la marque bidule, qui fait des panneaux solaires, mais qui sont, moins, je sais pas moi, négatifs pour la planète». Enfin, qu'importe, vous prenez votre valeur ajoutée en disant ça. Et en fait, si vous mettez le lien, en général, la modération le voit un peu d'un œil mauvais en se disant, «Bizarre quand même ce truc». Alors que si juste c'est évoqué en tant que nom de marque comme ça, souvent ça passe. Et en fait, les gens vont taper la recherche ensuite de votre brand, et c'est, on le sait, aujourd'hui, c'est puissant et c'est ce qui permet de durer, en SEO. Enfin, c'est un des points qui permettent de durer en SEO. Moi, mes projets, actuels, c'est l'objectif, c'est que ça. C'est d'avoir énormément de recherche brand, et j'avais fait un screenshot dans notre communauté, privée de la Wizard Academy, où je montrais, ma courbe de trafic, qui augmentait, et je crois qu'à ce moment-là, c'était 50 de la recherche, c'était que ma brand. Donc en gros, c'est Mm. vraiment, créer une marque. Et faire ce genre de truc, bah, c'est un peu, faire, comme, il y a ce concept de guérilla marketing, qui était en vrai, d'aller enfin faire du marketing dans la rue, des trucs pour que les gens recherchent ou s'intéressent à un sujet. Bah, là, c'est un petit peu pareil, c'est du guérilla marketing version, web. C'est chiant à faire, c'est ce qui fait que je pense beaucoup de gens le font pas, mais c'est chiant, mais ça fonctionne, et ça peut être très bankable au bout d'un moment, et surtout ça peut faire en sorte que vos projets ne crèvent pas. Donc quand vous avez des projets un peu solides, mais même pour, des projets d'affiliation, hein, il y a plein de projets d'affiliation, par exemple, de Nutra, de compléments alimentaires, qu'importe, enfin n'importe quel truc, où vous pourrez dire, par exemple sur, un Reddit de musculation, et bien dire, par exemple, «Ouais, d'ailleurs, j'ai vu sur le site de machin qui faisait la comparaison entre, 2 marques de protéines, je me souviens plus de quel était le résultat, vous pouvez aller voir». Et en fait, les gens, ils vont taper le nom de votre site plus, protéines, par exemple. En plus de ça, ça vous permet d'avoir vos mots-clés intégrés sur votre nom de marque, et c'est assez cool. D'ailleurs, encore une fois, en général, ce qu'on dit dans le podcast, c'est les choses qu'on applique. En ce moment, tu es plein pot en train d'appliquer C'est ça. ça. Et si vous voulez avoir un projet, pour le coup, un de nos projets publics, vous avez leswizards.com. Aujourd'hui, là, je suis sur la Search Console. C'est un site qui est en croissance, donc qui est en train il n'a pas encore explosé. On n'a pas encore mis tous les efforts et le travail qu'il va mériter à l'avenir. Mais aujourd'hui, par exemple, nos clics principaux là sur un site qui fait à peu près 180-190 clics jour,
c'est les Wizards. Donc c'est vraiment notre branding, les Wizards Podcast, le nom de notre formation. Et on a énormément de clics sur notre écosystème, nos marques au final. Et ça fait une diff, quoi. Ça fait une vraie diff, et le site part très bien. Et comme d'autres projets, au même titre, Lucide, pareil, sur la Search Console de Lucide, on n'a jamais fait pour le moment, on est en train d'implémenter une stratégie SEO sur Lucide. Et là, c'est pareil, tu regardes la Search Console de Lucide, c'est que Lucide, quoi. Tu vois, c'est les gens, ils font des recherches marques, Lucide AI détecteur d'IA, et pareil, c'est trop puissant. Ça donne un vrai edge par rapport aux petits sites qui sont là, qui n'existaient pas et qui juste font du contenu optimisé en espérant sortir la tête de l'eau, quoi. C'est vraiment, c'est comme ça, je pense qu'il faut envisager votre SEO aujourd'hui. Et nous, un peu business model de les Wizards, c'est de faire des avis produits et des trucs comme ça. On a ranké sur énormément d'avis produits face à des concurrents qui ont plein de RD, qui sont là depuis longtemps et tout. Et nous, on apparaît avec nos articles, on a très peu de RD, on s'en occupe pas forcément au top du site. Et pour autant, en fait, on a tellement ce truc de brand que ça fonctionne. En fait, ça nous permet de prendre pas mal de place malgré tout. Carrément. Anto. C'est à moi, non? Ah non, c'est à toi. C'est à moi. Non, arrêtez de me voler la place. Alors, je voulais donner une astuce sur ce que a dit Franck sur les brands, mais la problématique, c'est que j'ai peur que ça soit mal interprété. Alors, j'espère que ça va pas l'être. Mais quand il y a des grosses marques qui tournent en Media Buy, vous pouvez voler les gens qui tapent les brands pour monter des projets similaires sur les mêmes thématiques. Moi, je l'ai déjà fait. Exemple, dans le dating, par exemple, t'as des offres qui tournent depuis des années qui s'appellent Le Bon Coup, tu vois, très connu. Et les gens, ils font pas spécialement de site en SEO, ils s'en foutent, ils tournent sur Pornhub et tout, ils tournent. Et toi, tu vas monter un site d'avis dating, mais tu vas t'appeler leboncoup.fr, tu vois. Et vu que tu vas récupérer en fait du trafic brand sur ton même projet de la même thématique sans t'emmerder à faire du branding. Ouais. Et ça peut pas être border. C'est-à-dire que, j'imagine qu'il faut faire attention à. Tu vas pas prendre une marque française pour aller créer. Typiquement, tu parles de dating. Je sais qu'il y a eu énormément de gens qui ont fait des jeux de mots avec leurs projets, avec adopte un mec, adopte machin, et qui ont mis adopte quelque chose dans leur nom. Et ça, c'était. Ils se sont fait striker les noms de domaine. Tout le monde s'est fait éclater là-dessus. Donc, soyez prudents. Mais par contre, je comprends ton truc dans le sens où moi j'ai un de mes sites qui était le nom d'une personnalité publique et j'avais récupéré son expiré et en fait sans me faire passer pour elle, mais malgré tout j'avais beaucoup de recherches de son nom. Sans voler le truc, tu vois, tu peux aller te mettre sur la même thématique par exemple, tu vois, sur Taboola il y a beaucoup de produits qui tournent, par exemple PowerJ, le truc pour nettoyer les jardins là, mais tu vois, ils ont pas de site officiel, c'est juste leur machin, ils l'ont appelé PowerJ, ou parfois là il y a la montre survivaliste S machin, tu vois, tu récupères le nom, t'en fais un site de survivaliste et tu peux aller récupérer un peu du trafic brain sans t'emmerder, quoi. Ouais. Malin. Arthur, du coup. Ouais, moi je voulais parler de un petit conseil. Alors on en a déjà parlé dans le podcast, mais pour moi ça reste sous-coté aujourd'hui pour beaucoup de gens. C'est le fait d'écrire en entonnoir inversé sur vos contenus. Donc le fait d'avoir en gros toutes les informations importantes de votre article ou de votre page sur un sujet spécifique, sur un mot-clé spécifique, qui sont distribuées rapidement en haut du contenu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Vous le savez, on n'est pas le seul à le dire, à le rabâcher dans le Wizards Podcast, mais les gens sont matrixés par TikTok, ils ont besoin d'avoir les infos très vite, ils ont un temps d'attention qui diminue de plus en plus. Donc, même en SEO, assurez-vous que toute l'info soit distribuée très vite. Et Google et son algorithme comprend très bien qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, mais sur nous, on a mis un système qui analyse nos pages. C'était comment ça s'appelle déjà ce truc-là, Anto, qu'on présente dans le format Clarity, merci. Par exemple, Clarity, sur la requête, vous tapez meilleur détecteur d'IA, vous allez tomber sur les Wizards, sur notre page comparatif, et nous, on les voit, les gens. Ils arrivent, ils cliquent, boum. Enfin, ils s'en branlent, quoi. Ils lisent pas le contenu. Et Google le sait, que sur certaines requêtes,
et ben c'est normal qu'il n'y ait pas un temps incroyable passé sur la page. Les gens sont juste là pour trouver le meilleur. On leur dit le meilleur c'est ça, ils cliquent dessus, point barre. Et en fait, si vous ne faites pas ça, vous tuez votre page dans l'œuf, quoi. Et donc aujourd'hui, le fait d'écrire en entonnoir, c'est très important, entonnoir inversé. Donc vous retournez l'entonnoir, vous mettez les trucs importants en haut, et progressivement, vous allez distribuer l'information. Et il faut qu'à la fin, ça soit grosso modo les infos les plus spécifiques, les moins importantes à être dans l'immédiat, quoi. Ça, c'est vraiment un truc important à capter quand on veut ranker. Ouais, carrément. Bah, ça glisse bien sur mon troisième truc qui était de créer des choses différentes en UX. Petites applications, simulateurs, des choses... parce que ça, c'est pareil, c'est sous-côté, mais l'UX maintenant rentre quand même énormément en jeu sur les pages. Et par exemple, je fais pas d'affiliation Amazon, mais je me suis toujours demandé pourquoi les mecs ne font pas des petits comparatifs. Par exemple, je sais pas, tu choisis une tablette, tu mets pas un espèce de questionnaire, mais juste des boutons, la taille de l'écran que tu veux, tu vois, et un truc un peu interactif pour choisir des produits. Je pense que tu vois, ça peut être un truc intéressant à faire. Ouais, Pas très clairement. compliqué. Au lieu de faire 1, 2, 3, tu vois, Ouais. tu vois, faire un truc un peu plus stylé. Quitte à faire ton 1, 2, 3 en dessous en plus. Tu vois, tu Oui, voilà, c'est peux, ça. tu peux Exactement. avoir plusieurs éléments dans ta page pour différents types de personnes aussi. Tu as ton tableau un peu plus bas, Exactement, mais ouais. au début, tu as ton truc genre. En plus, tu pourrais faire un truc assez smart, genre notre IA cherche pour vous le meilleur truc, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Et un truc bien à faire. Ouais, clairement. Moi, mon dernier point pour le SEO, c'était de faire du parasite SEO pour sa propre marque. Et pour ça, il n'y a pas besoin de vous tuer à aller chercher des médias, genre à l'époque les Outlook India ou des trucs comme ça. Il y a des petits sites qui sont dispo sur e-référeur qui valent moins de 200 balles et qui peuvent clairement vous permettre de acheter du lien pour votre marque dans lequel vous vous encensez. Vous dites que votre marque est géniale et tout ça. En gros, c'est un peu de la e-réputation que vous créez vous-même. Et C'est comme tous les mecs qui s'achètent des articles sur Forbes sur ou Forbes et compagnie. Ouais. 30 under 30 ou je sais pas quoi. Là, ouais. Ouais. Après, ils le mettent partout sur leur réseau. Ouais, ils parlent de moi. Mais alors qu'ils ont juste mis un chèque. C'est ridicule. Mais il y a plein de gens qui sont convaincus par ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est à la fois SEO, bah, parce que vous sécurisez votre brand, vous avez enfin, c'est que des trucs comme ça. Et vous avez le lien, évidemment, le lien qui va ranker sur le nom de votre brand, plus vos différents mots-clés en général, dans lequel il y aura un article qui a un lien qui renvoie vers votre truc. Enfin, c'est assez, et c'est très safe, dans le sens où ça va être des ancrages très safe en général que vous allez faire sur le nom de votre marque. Et ça vous permet de faire une sorte de SERP domination sans vous monter les sites, par exemple, si la SERP domination n'est pas pour une thématique, mais juste pour votre brand. Si vous voulez être sûr qu'on ne vienne pas vous marcher sur les pieds, notamment des concurrents qui s'amusent parfois à faire, comme bah, par exemple Wallaxy, ils ont été connus pour ça quand ils sont lancés sur leur truc de prospection LinkedIn. Ils prenaient les marques des concurrents et ils faisaient concurrent versus Wallaxy et ainsi de suite. Et du coup, ça allait parfois se placer sur le nom de la marque du concurrent. Et c'est tout à fait légal de faire ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous, si vous êtes le concurrent, eh ben, vous avez tout intérêt à ce que les premières pages, en tout cas, soient des articles qui parlent de vous et pas des concurrents qui font des comparateurs, quoi. En effet. Et moi, mon dernier point, ça sera le content pruning. Alors ça, pour le coup, en SEO, qu'est-ce que ça veut dire le content pruning? C'est vous avez un site qui a... en général, c'est pour des sites qui sont déjà assez charnus, qui ont déjà un certain nombre de pages. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Et ça consiste à identifier les pages qui sous-performent. Il y a même parfois des pages qui vont qui seront même pas indexées alors que le contenu est sorti il y a longtemps et que la page reste non indexée, etc. Ou des pages qui font beaucoup d'impressions mais très peu de clics. Ces pages-là, moi, j'ai tendance à vous inviter à les supprimer assez radicalement, sans 301, sans rien, juste à virer ces pages-là. Et en fait, l'objectif, c'est de garder sur votre site uniquement des contenus qui sont convaincants aux yeux de Google, entre guillemets. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir
optimiser un petit peu la puissance de votre site. Et je sais qu'on en avait pas mal parlé dans certains podcasts il y a quelques mois, et notamment j'en avais parlé avec pas mal de potes qui sont Presta consultants et qui me disaient, c'était assez rigolo, qu'une grosse et bonne campagne de content pruning sur un site assez conséquent peut avoir le même effet qu'une belle campagne de netlinking bien foutue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment constater, si vous faites bien les choses, une jolie hausse. Encore une fois, c'est pas fait pour 100% des sites. Si vous avez un petit site de 5-6 pages ou d'une dizaine de pages, c'est sans doute pas le truc à faire, mais si vous avez un site un peu plus massif, ça peut être intéressant d'aller checker de ce côté-là. Eh bien, on passe au Media Buy, ouais. Media Buy. Alors, avant de passer au Media Buy, juste, j'en profite 2 secondes. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de demander dans les podcasts, mais si ce type de podcast, de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Faut savoir que le format podcast tel qu'on le pratique avec le Wizards Podcast, alors nous, on adore et on sait qu'on a une audience fidèle et on est trop content par rapport à ça. Mais paradoxalement, c'est super compliqué de trouver des nouveaux auditeurs qui se disent ah bah c'est chouette et qui vont justement venir. C'est très très compliqué. Je vous donne un exemple, mais on a fait l'épisode 100 des Wizards en studio il y a déjà un moment, au moment où cet épisode va sortir, et c'est un épisode qui une grosse semaine après la sortie a fait 4 abonnés, je crois. Donc ça c'est vraiment c'est très compliqué quoi en gros. Donc rien qu'un petit partage et peut-être nous faire découvrir à quelqu'un, ça peut vraiment nous aider, donc n'hésitez pas. Et en effet, on peut parler de Media Buy. Et Anto, tu commences. C'est toi l'expert en plus. Eh ben C'est alors, toi le boss, ouais. très très sous-coté en ce moment, et en plus je pense que ça va un peu choquer les gens. Mais les photos sur Instagram, Facebook, etc. Enfin, le format photo est beaucoup moins cher. Beaucoup, j'abuse un peu, mais au moins 50% moins cher en ads que la vidéo. Donc, Ok. faut le savoir. Et en plus, très souvent, tu as des meilleures conversions sur du format photo que sur du format vidéo. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche très bien, quoi. Et vraiment, les anciens trucs qu'on faisait il y a presque 5-10 ans, quoi. La photo simple, fond blanc et tout, quoi. Donc, voilà. Trop bien. Ok. C'était du coup, je l'enlèverai parce que mon point, j'avais un des points, c'était faire des ads en image plutôt qu'en vidéo. Donc, Ah ouais, bah en plus, tu vois. c'est exactement ça. Alors moi, un de mes points, c'était faire des créatives avec des hooks what the fuck. Je vous explique. J'ai vu une créative pour, je crois que c'était pour un restaurant qui faisait de l'achat je crois sur Facebook ou sur Instagram ou je sais pas où, truc aux US. Et en fait, ils avaient que des publicités, mais what the fuck au possible. Et je vous donne un exemple. C'était, je crois, ils vendaient genre une espèce d'assiette avec genre de la bouffe, genre burger, des frites, des trucs comme ça. Et en fait, le plat était, en gros, le hook, c'est tu vois un mec qui est derrière une voiture couché, genre il a l'air mort et il est recouvert de trucs rouges sur la tête et tout. Donc ça, les gens tu vois ça sur Instagram, t'es full choc bar, genre ouah, c'est quoi ça, c'est horrible. Et en fait, les gens sont, enfin ça c'est un hook. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Et en fait, la vidéo, c'est tu vois le mec et ça recule la caméra petit à petit, donc tu vois le pneu et sa tête plein de sang entre guillemets. En fait, ça recule et je crois qu'il prend le sang sur lui comme ça. Donc le mec, enfin il a les yeux ouverts, il prend le sang et il le bouffe. En fait, c'est du ketchup et ça recule petit à petit. Et il y a un mec qui est là et hop, ça part sur la présentation du nouveau burger et tout ça. Et il y a full ketchup sur les frites. Enfin, truc complètement insensé. Et ça marche trop trop bien. Donc faut être archi créatif. Et il y en a un, je sais pas si vous avez vu un mec de Leclerc, un Leclerc d'un patelin, je sais pas où. Ça a pas Ah mal ouais, fait sur le TikTok, buzz. je l'ai vu, c'est monstrueux. Ouais. Ouais. En fait, il prend des vidéos. Et ça, vous avez le droit de le faire. Hein, ça s'appelle le fair use. Vous avez le droit de reprendre, par exemple, le hook d'une vidéo qui fonctionne déjà ou quelque chose d'une vidéo qui fonctionne déjà. Et vous la mettez au début. Donc, les gens, ils vont regarder le truc. Et en fait, lui, il fait une transition quasi parfaite. Et hop, il part sur sa publicité de son truc au Leclerc. Et il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Et même à l'époque, j'en voyais sur. Là, c'était pas pour du media buy, mais ça aurait pu être utilisé pour du media buy,
notamment sur de la formation en ligne, par exemple. C'était, vous voyez les vidéos un peu à la con où il y a un mec qui a un énorme caillou, il est en haut d'un barrage qui fait 150 mètres de haut et puis il le lance. Et tu sais, tout le Ouais. monde regarde, genre, ah bah, qu'est-ce qui va se passer en bas? Et donc, en fait, tu vois le mec qui lance le caillou, tu vois le caillou qui tombe, et au moment où c'est censé être l'impact, ça coupe d'un seul coup, et le mec, il dit, ouais, là, tu es en train de te faire laver le cerveau par TikTok, c'est de la dopamine, bla bla, et tout. Et après, ça partait sur la vente d'une formation dopamine détox. En fait, c'est trop smart, les trucs comme ça. Hmm. Et je pense que il y a vraiment moyen, quand t'es malin, de faire des créatives qui marchent trop bien pour absolument tout. Mais il faut pas avoir peur de pousser des trucs à l'extrême, vraiment. Enfin, le mec écrasé avec sa voiture, en fait, c'est du ketchup, c'est marrant, quoi. Et du Il y coup, en avait une qui avait ça bien commente. fonctionné sur Facebook. Tu sais, le mec, il avait écrit sur Paint. Genre, il avait mis Ah bah, ça, j'en vois de plus en genre le plus. designer, tu vois, est malade et Ouais. boum, et ça explose de ouf. Et ça a été recopié en boucle. Ça, Ouais. il y en a Designer est plein qui malade. le font maintenant. Ouais. Genre, notre designer n'est pas là, mais notre produit est trop bien Ouais. et écrit sur Paint. Mm. Et moi, dans le même genre que ce que tu viens d'expliquer, Franck, j'ai vu genre un mec, mais là, je sais pas si ce genre de truc ça marche, mais j'ai vu une pub comme ça où le gars il met le début d'un short d'un type qui fait du cliff diving, tu sais, qui saute d'une falaise en triple salto et tout. Et avant l'impact, pareil, il arrête et genre il se met à parler de son truc. Ouais. Mais rien, c'est juste pour ou quoi, mais il y a aucun rapport. Il dit pas oui, vous avez regardé ça. C'est en mode, Ouais. enfin, tu te dis mais et après du coup limite tu remontes, tu dis mais attends, il y a un bug. Enfin, c'est bizarre. Ok, moi je voulais parler des audiences similaires sur Facebook, au cas où s'il y en a parmi vous qui sont pas au courant que ça existe, c'est très très puissant parce que ça vous permet, avec une audience d'acheteurs, notamment au travers d'un pixel Facebook, ça fait partie de mon deuxième point, donc je vais pas forcément en parler tout de suite, mais vous allez pouvoir créer sur Facebook une audience similaire, ou voire même à partir de, si vous avez uniquement des emails, vous avez un produit. Vous avez vendu 100 fois ce produit, vous prenez les 100 emails des gens à qui vous avez vendu le produit, vous les donnez à Facebook et Facebook va pouvoir vous créer une audience similaire en fonction du profil des gens qui ont acheté les produits. Ça, c'est franchement incroyable. Donc en fait, ouais, moi, les audiences similaires, je vous invite à jouer un peu avec. Anto, je sais pas si tu confirmes Ah ouais, le c'est truc. sûr. Et C'est super, surtout, là, c'est avec monstrueux. les IA qui génèrent les ads et tout, ça devient encore plus fort, non? Ouais, ça devient Enfin, pas facile, qui ouais, génèrent les franchement. ads, pardon, qui configurent Mm. tes ads pour toi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Sur... je sais plus le terme exact, parce qu'il change tout le temps. L'Advantage Plus, c'était pour, c'était pour le shopping, mais c'est toujours des machins comme ça sur Facebook. Ouais. Ça génère les créatives et tout. Apparemment, c'est Après, assez fou. pour la petite anecdote, là, j'ai voulu faire ça justement pour un produit récemment. J'ai eu un bug. Donc moi, ça me disait, en gros, je sais pas, vous ne pouvez pas, vous avez, en gros, comme si j'avais des paiements en attente alors que c'était pas le cas. Je contacte le support Meta. 3 jours, enfin, ils me répondent, le mec me téléphone 3 fois dans l'après-midi et tout. Je fais, mais what the fuck, c'est ouf, hein, ils sont réactifs. Il fait, ouais, j'envoie votre dossier aux États-Unis et tout. 2 jours après, ban. Mais sans raison, hein. Quoi? Donc j'avais un bug, en fait, derrière, ils m'ont ban le compte. Donc, enfin, j'en rigole, mais la réalité, c'est que j'ai un peu le seum. Et, Bah, c'est et chiant. là, c'est un enfer. Là, Ouais. j'essaie de. Ça me casse les burnes. C'est à toi, Anto, de nous donner une autre. Putain, j'ai l'impression que je suis en boucle. C'est Mediabuy, Latam, marché sous-coté, notamment pour marché Nutra, dating et finance. J'en ai lancé une campagne là aujourd'hui même. Et en vrai, les CPC sont vraiment pas chers et on a fait 13 ventes sur du Nutra en une matinée. Donc franchement, c'est monstrueux. Il faut aller faire des choses là-bas, quoi. Ok, et c'est l'un des premiers tests que tu fais en Latam? Ou t'avais déjà testé? Non, j'avais testé de loin, mais pas vraiment. Là, je le focus de plus en plus parce qu'en vrai, de toute façon, ça se voit sur les networks, c'est toujours les pays sous-cotés qui commencent à être Qui top pète, avec ouais. top offers. Ouais. Franchement, même la France, même l'Europe en soi n'est plus dans les top pays. C'est très rare maintenant. Ouais. Ok. Ça, tu me diras, Anto, parce que je l'ai mis, mais n'étant pas un grand expert du truc, mais c'est de configurer un tracker, notamment genre un SKAero, pour envoyer des offres optimisées pour les pays tiers 2 et 3. Donc justement, Latam, Afrique, Inde et tout ça. Imaginons que vous faites du contenu en Ça, j'ai un français. bon exemple. Attends. Par exemple, en français, vous faites du contenu.
en media buy. Si vous targetez, par exemple, worldwide, les gens qui parlent français, par exemple, et ben en fait, vous allez quand même avoir pas mal de gens qui vont voir votre pub et qui seront, par exemple, en Afrique. Et en général, en fonction de votre produit, bah, tout simplement, ils pourront pas acheter. Et en fait, là, ce que vous pouvez faire, c'est quand l'IP est d'Afrique, par exemple, d'un pays d'Afrique, eh bien, ça redirige automatiquement vers une offre qui est plus adaptée pour eux, dans lesquelles, par exemple, il y aura pas un paiement en carte bleue parce que c'est peu démocratisé, mais Mhm. plutôt ce qui s'appelle du code, donc, ou du paiement à réception des produits ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être Voilà, une j'ai bonne chose un à bon faire. exemple, c'est un site SEO qui est pareil, qui est en split parce que c'est un site français, mais l'offre est valable uniquement pour la France. Donc c'est un site qui a fait 2 725 € le mois dernier. Et sur la France, donc si j'aurais laissé que la France en filtrage, eh ben, j'aurais gagné que 2004. Et en fait, vu que je retarget sur des offres pour la Belgique, Réunion, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, bah, grosso modo, j'ai gagné 350 € de plus, juste parce que j'ai configuré correctement les autres pays alors que je les aurais pas convertis sinon, quoi. C'est 10% de plus. Et Donc c'est pas 10% de chiffre dégueulasse. d'affaires, enfin Ouais. même toi en l'occurrence, en SEO, c'est vraiment quasi du bénéf en plus. C'est Donc quand même bien. faut y penser, ouais. Surtout sur le pays n'empêche, là, tu vois, bah, il y a la Suisse, la Belgique, c'est des marchés, vous avez peut-être des clics qui sont pas monétisés, ouais. Donc voilà. Ok, trop cool. Arthur. Ouais, pour moi, j'avais mis poser, alors ça fait partie du media buy, mais ça en est pas réellement, c'est poser son pixel au plus vite sur vos sites. Mmh. Si vous montez un site sur une thématique X ou Y, quoi qu'il arrive, posez un pixel Facebook. Ne sous-estimez pas la puissance d'un pixel Facebook. Et si vous faites du SEO ou si vous avez même si vous achetez du trafic, enfin, en gros, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'éditeurs. N'hésitez pas à poser vos pixels sur vos sites. Vous allez gagner un temps fou et vous serez bien content de l'avoir fait le jour où vous serez convaincu par ce que dit Anto. Vous direz, ah, putain, moi aussi, il faut que je fasse du media buy. Et là, vous serez content. Vous en aviez encore? Ah bah oui, parce que Ouais, j'en ai un. c'est moi qui en ai Moi plus. j'ai mis Telegram Ads, pareil, très sous-coté, mais alors très chiant pour mettre de l'argent dessus. Déjà, moi, que je suis pas trop fan de crypto, faut faire maths sup. Mais très sous-coté parce qu'en fait, bah, vu que c'est très chiant pour mettre de l'argent, personne met de l'argent. Et les CPM sur Telegram Ads sont à 0,50 centimes. Donc pour 500 €, vous avez 1 million de visiteurs, quoi. 1 million de personnes qui voient votre message. Donc Et il y a des tutos sur YouTube. En vrai, moi, je l'ai fait il y a un petit ouais, moment. J'avais suivi un ça tuto se sur fait, mais YouTube et encore, ça avait un peu changé entre-temps, donc j'ai dû me débrouiller un peu. Mais si vous êtes un peu débrouillard, vous devriez pouvoir vous en sortir. C'est un peu chiant, mais mais ça passe, quoi. ça met une très grosse barrière à l'entrée et en vrai, c'est très Ouais, ouais. sous-coté. Dû en plus le fait que pour ads, il faut trouver les canaux, donc c'est Ouais, encore un truc ça bien c'est le truc chiant. le plus chiant. Mais le mec qui est déter, il y a beaucoup de trucs à faire. Ouais. Donc c'est très sous-coté. Arthur, vas-y. Moi, j'ai plus de points. Juste parler du retargeting, pareil, c'est assez classique, mais si vous avez un site qui fait du trafic de la même manière que le reste, ou vous avez une offre qui fait du trafic, le retargeting, c'est un moyen assez facile d'aller juste toucher une audience qui est déjà passée sur votre site et c'est très facilement rentable. On est d'accord là-dessus, Antoine, je dis pas de bêtises. Ouais, le retargeting, c'est monstrueux. Et j'ai un bête de truc que je peux vous dire. J'avais pas de points, mais en fait, là, j'en ai un qui pop. Ça y est. Ah, et en plus de ça, c'est assez énervé. C'est lié justement au pixel et c'est lié à du retargeting. Il y a des marques qui font ça. Bon, maintenant, la plupart des gens le savent, j'ai eu un enfant et donc je cherchais les couches en ligne. En cherchant des couches en ligne, il y a des Des tonnes petits de culottés ou marques. pas? Bah justement, t'en as plein des marques. Et donc je cherche les couches et je me prends après sur des réseaux sociaux, genre Instagram, sur lesquels je vais très peu, mais à un moment j'y vais et je vois une ads, genre le comparateur. Mais c'est par exemple, prenons les petits culottés. Je pense pas que c'était eux, c'était une autre marque. C'était peut-être la marque en moins. Euh, Tu vas sur leur site, tu te bouffes le pixel. Ensuite, tu vas sur les réseaux sociaux et là, tu prends des ads, non pas de la marque, genre la marque en moins ou les petits culottés ou qu'importe. Tu te prends des ads de, par exemple,
top 10 des meilleures couches, exactement comme un MFA à l'époque, avec des EMD genre meilleurcouche.com, des trucs comme ça. Tu te prends la ads, du coup tu te dis oh tiens marrant, je vais aller voir le comparateur. Les premiers, évidemment, qui c'est? Eh bien, c'est ceux que tu es allé voir. Mais toi, tu sais, si tu es un peu dans ton benchmark et tout ça, tu t'en rends pas compte. À un moment, je me dis, putain, c'est ouf quand même, je vais aller voir les mentions légales. Mention légale, le site appartient à qui? Je crois que c'était enfin, c'était le nom de l'entreprise que j'avais déjà regardé, quoi. Et donc, en fait, ils font ça. Et je pense que ça marche trop bien parce que moi, je connais le truc, je connais l'affiliation, je connais les tableaux et tout ça. Mais quelqu'un qui connaît pas, il se bouffe. Et parce que je me suis pris 3 ads différentes de plusieurs sites différents. Donc en Ah ouais, fait, c'est génie. super smart. C'est une pré-lander c'est un une peu évoluée, pré-land, quoi. exactement. Et en fait, ils mettent les concurrents aussi. Donc par exemple, ils font un grand comparateur. Ils vont se mettre eux en premier, le plus écologique, le plus équitable, le moins cher, le truc, note A+, blabla. Et ensuite, tu as les autres concurrents. Mais les autres concurrents, bah, ils sont un peu moins bien, ils sont plus chers. Tu sais, tu vas chercher un petit peu les petits défauts, les trucs et tout. Et hop, et je pense que c'est complètement légal de le faire. Et ça, c'est de la bombe atomique, je pense. Et ça me fait penser que j'ai vu que c'était pas les seuls à le faire. Parce que même si j'achète, enfin, à un moment, il y avait des pubs pour les oreillers, les matelas Emma. Pareil, Mhm. à un moment, je regardais les oreillers parce que j'ai un oreiller de merde. Et du coup, je regarde les matelas, les oreillers Emma. Et derrière, réseaux sociaux, les meilleurs oreillers, les trucs blabla et tout, mention légale, c'est eux. Excellent. Ah non, c'est trop bien. C'est trop C'est cool. En vrai, Ouais, c'est un bête de ouais, ça c'est un tips. bon truc, quoi. C'est une belle approche. Hmm. Donc voilà, Bon, en une media buy, belle des manière de choses à clore faire. le Media Buy. Parlons maintenant de YouTube, si vous voulez bien. Anto, qu'est-ce que t'en dis? Pas grand-chose sur YouTube, mais j'ai mis racheter des anciennes chaînes YouTube pour publier en masse, mais c'est pas spécialement l'objectif principal, c'est juste que tu sors beaucoup plus facilement dans les résultats de recherche sur la SERP. Hmm. Donc Ok. sur certains mots-clés, ça peut être intéressant. Bah, surtout que tu te tapes pas la sandbox. Un peu la Ouais, sandbox même de si elle est YouTube. pas très violente en vrai, hein, mais oui. Ouais. Ok. Franck? Moi, c'était faire des miniatures de qualité sans se casser la tête. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois trop de gens, soit qui se lancent pas parce qu'ils vont se dire je peux pas faire de belles miniatures, j'ai pas une miniature pro qui va me coûter 50 € la miniature ou qu'importe le tarif que vous négociez, donc je peux pas faire du YouTube, ça va pas marcher, blablabla. Vous avez un logiciel qui s'appelle Canva, qui est quand même un logiciel très basique qui coûte pas très cher. Vous le prenez et en fait, vous n'avez pas besoin de faire des miniatures de fou furieux pour très bien vous positionner. Je vous donne un template là de miniature qui fonctionne très bien. C'est imaginons que c'est une vidéo où vous parlez d'un sujet quelconque de philosophie. Vous avez une chaîne sur la philosophie. Vous faites un truc philosophique de Socrate. C'est vous qui en parlez. Vous pouvez très bien vous mettre vous. Image en gros plan, je comprends pas. La plupart des gens, il y a plein de gens qui se mettent toujours en tout petit dans un coin comme s'ils avaient peur de se montrer. C'est YouTube, mais en fait, vous montrez. Donc vous mettez en très gros, par exemple, à droite et à gauche. Donc juste avec Canva, vous prenez votre corps et vous faites détourer. Donc ça vous détourne en automatique. Hein, c'est une IA qui le fait. Vous supprimez le background, vous mettez le background en noir. Et après, vous mettez juste une phrase à gauche en mots énormes, blancs, avec un mot principal en rouge. Voilà, vous avez une miniature YouTube très facile à faire et qui fonctionne. La version, et ça, pour vous dire, il y a un podcast connu qui le fait qui s'appelle The Diary of a CEO, qui a genre 3 millions d'abonnés. Il fait ça pour toutes ses miniatures, c'est pas prise de tête, ça fonctionne très bien. En version plus jolie, mais qui reste extrêmement simple aussi, il y a le podcast de Nassim Saïli qui s'appelle Là, on discute. Il fait exactement ça. Il prend son invité, il le colle sa tête en gros, il met une phrase qu'il a dit qui est un peu punchy, il surligne un mot en jaune, et le fond, c'est son studio en flouté. Donc vous, imaginons que moi, je le faisais là, comme ça, je ferais un screenshot de moi qui fait ma truc YouTube, je me détourne, je floute fort mon fond,
Je me mets sur un côté, je mets ma phrase à côté, terminé, vous avez une miniature. Et en fait, il y a trop, et à chaque fois j'en vois, là, ça me tilte. Alors, il y en a qui font des miniatures vraiment stylées et tout, mais il n'y a pas besoin de faire des énormes miniatures pour que ça fonctionne. Et en fait, je sais que c'est un frein pour énormément de gens et ça m'a toujours, je trouve ça un peu aberrant. Et à contrario, il y a ceux qui veulent essayer de faire des miniatures un peu méta, mais qui les font tout seuls avec Canva et qui commencent à mettre plein d'éléments partout et ça devient complètement illisible. Donc, YouTube, ça reste un truc assez simple. C'est un truc principal, une phrase ou juste un petit dessin qui explique tout. Il y en a qui le font, par exemple, on le voit très bien avec les vidéos en mode comment faire 1 million en 3 mois. C'est marqué 0, ils sont eux au milieu, 0 à gauche, 1 million à droite, une petite flèche qui marque 3 mois, point. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller forcément très très loin. Ouais, et là, je suis en train de regarder pour compléter ce que tu es en train de dire. Il y a le podcast aussi de Alec Henry qui a changé sa DA, je crois. Et ils ont mis des miniatures un peu comme celle dont tu es en train de parler, très simple, Ok. fond noir, le déclic en bas à gauche, la tête de l'invité, une phrase. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant. Retour aux choses simples. Ouais. Bon, c'est mon point rejoint légèrement le tien, mais c'est pour aborder un autre pan un petit peu complexe, enfin un petit peu complexe. Je sais qu'il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui peut-être écoutent ce podcast et se disent de toute façon, moi cette partie YouTube, elle m'intéresse pas parce que je suis pas prêt à me lancer, parce que machin, parce que truc. Et moi, mon point, c'est battez-vous contre votre perfectionnisme. Je pense que sur YouTube, quand vous débutez, c'est un des conseils les plus sous-cotés. Et je le sais, là, encore hier, j'étais avec un pote qui est en train de lancer justement un gros site d'édition sur une grosse thématique et qui a pour projet de créer une chaîne YouTube, etc. Et le gros de l'enjeu de notre discussion, parce que c'est mon pote et que j'ai envie qu'il réussisse, c'était de lui dire, écoute, vraiment, il faut que tu te lances, il faut que tu y ailles, ça sera pas parfait au début, mais vas-y, parce qu'en fait, comme beaucoup, beaucoup de gens, il est perfectionniste, il veut faire les choses bien, et la réalité, c'est que sur YouTube, surtout quand vous commencez, il faut bien comprendre que personne ou très peu de gens verront vos vidéos, et c'est pas grave. Il faut bien comprendre que vos vidéos seront loin d'être parfaites dès le début et c'est pas grave. Et justement, et vous serez peut-être pas à l'aise devant la caméra et c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'allumer une caméra. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Lui, il sera en faceless. Vous pouvez juste parler. Mais moi, je vous invite vraiment du coup à y aller, à pas trop vous poser de questions, à produire et en faisant attention par contre d'essayer de garder les sujets les plus avec le plus fort potentiel, donc tout ce qui va être guide, toutes ces choses-là, à les garder pour plus tard, parce que quand vous aurez pris un peu de bouteille, quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec votre voix, quand vous aurez fait quelques vidéos, quand vous aurez eu vos premiers abonnés et que les doutes seront légèrement écartés sur les sujets justement qui inquiètent des gens qui n'ont pas encore sauté le pas. Mais YouTube, comme beaucoup d'autres business, c'est un peu un saut dans le vide. Et on a aussi cette sensation, ou en tout cas certains l'ont avant de se lancer sur YouTube, qu'à partir du moment où même on pose sa voix, c'est fini, on va se faire reconnaître dans la rue, et c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est que personne voit vos vidéos. Même moi qui crée du contenu depuis 5 ans sur YouTube, avec un peu plus de 50 000 abonnés au cumulé sur plein de chaînes différentes, on m'a reconnu 2 fois, je pense, en 5 ans. C'est complètement anecdotique et ça sera pas votre cas. Et si vous montrez pas votre tête, globalement, personne ne vous reconnaîtra. Donc en fait, allez-y dans l'imperfection, c'est important, mais engagez-vous à tenir un rythme et soyez régulier. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment le conseil le plus, parce que je pense que ça bloque trop de gens. Il y a un énorme les gens sont ultra stressés, quoi. Ils se disent: «Ah oh là là, je vais sur YouTube, les gens vont me juger, c'est de la merde ce que je fais», mais c'est pas grave en fait. Tout le monde commence là où il a commencé et vous allez justement vous améliorer, mais vous prenez pas la tête avec le montage, surtout sur des après évidemment ça dépend des thématiques, mais sur des thématiques comme les nôtres, regardez le Wizards Podcast, alors on a un super monteur, mais ça reste assez basique. Je veux dire le but c'est pas justement qu'il y ait un méga montage ultra dynamique, c'est un podcast, juste on essaie de vous transmettre un maximum de valeur et ça fait qu'on a une audience et ça sera la même chose pour vous demain, peu importe la thématique. Assurez-vous de transmettre de la valeur, peu importe comment vous le faites et puis vous affinerez les choses progressivement. Mais surtout, le Wizard Podcast, aujourd'hui, c'est propre et on a nos setups et tout. Mais regardez le premier Wizard Podcast et vous verrez que c'est pas la même chose, hein. Enfin, voilà,
C'est pareil pour tout le monde et tu l'as dit, juste je rebondis sur ce que tu as dit quand tu dis, les gens, genre tu as peur que les gens se moquent de toi et des trucs comme ça. Je me rappelle très bien en avoir parlé avec, Théophile Hélier qui nous racontait que quand il s'est lancé sur YouTube, il y avait un peu de moquerie autour de lui, de ses collègues de boulot et tout ça, parce que quand il a commencé, il était encore salarié. En attendant, aujourd'hui, ils se déplacent en jet privé et et eux, ils sont sans doute toujours là où ils sont, quoi. Donc moquerie, souvent, c'est vous faites un peu abstraction, faites votre truc, il y aura toujours des gens soit jaloux, soit moqueurs et il faut vous dire que la plupart du temps, c'est parce qu'eux n'osent pas, faire les choses que vous faites. Anto? Bah, j'en ai qu'un seul autre, c'est j'ai mis publier en masse dans différentes langues, parce que YouTube, je connais pas trop, donc Non, bah après, c'est bien. Tu, Ouais, tu voilà. restes Bien, Black toi Hat au toi, moins. tu la Voilà. partie Black Hat, Dans, ouais. reste dans ce que je sais faire. Les Mais- deux conseils, c'est du Black Hat. Mais ouais, c'est c'est pareil, bien. toujours la même chose, hein. L'étranger, c'est toujours plus simple, donc aller à l'étranger, même sur YouTube. Ouais et Et pour avec l'IA et les compléter, Labs et voilà, tout là. Voilà. c'est Il y a IA. Play HT. Ok. Je sais pas si vous avez déjà vu. Apparemment, c'est un équivalent de Eleven Labs, donc j'ai pas Ok. testé, à voir. Ah ouais, Et c'est bien. play.ht. Et j'ai pas testé encore. Mais en tout cas, voilà, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est mieux que Eleven Labs. Ah ouais? Donc, OK. tester. Et le pricing est tout à fait, respectable, hein. Donc, voilà. Putain, stylé. C'est, voilà, Arthur, tu as une nouvelle vidéo à faire, sur, la chaîne. C'est ça, ouais, sur la chaîne ABA, la fameuse. Ok. Bah, Vas-y, Franck, excuse-moi, c'est à toi, je crois. j'ai un point, qui fera le lien avec ce que tu viens de dire et comme ça je garde, et j'aurai un autre point après mais par rapport à ce que tu dis, par rapport à notre pote et tout ça, et au perfectionnisme, je pense qu'un des points essentiels et c'est ce que va faire, notre pote, d'après ce que tu dis, c'est de faire du faceless. De mon point de vue, c'est pas du tout un problème. Donc encore une fois, pareil, en restant dans votre, idée que peut-être vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de vous filmer et tout ça, vous pouvez il y a des chaînes qui ont très bien fonctionné sans pour autant se montrer. Il y en a une qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres, hein, mais il y a par exemple AH Fiscalité, bah, il était, bon en fiscalité. En fait, ses vidéos, c'était un peu des PowerPoint quoi, tout simplement, qui défilent et où il explique, son truc. Vous, si vous êtes, je sais pas, vous voulez lancer une chaîne dans votre domaine, qu'importe, votre domaine, vous pouvez tout à fait faire, juste un montage avec des images qui défilent parce que, vous n'avez pas envie de vous montrer. Si vous faites ça, faites l'effort juste d'avoir un bon micro, mais ça, on l'a déjà dit plein de fois, pas besoin de claquer des sommes phénoménales dans des micros. Vous pouvez très bien faire ça en enregistrant avec votre téléphone, en parlant comme ça. Vous lancez le microphone de votre téléphone, vous le mettez bien devant votre bouche comme ça et vous parlez dedans, donc vous enregistrez, vous récupérez le son. Ce son, vous le passez sur une IA qui s'appelle Adobe, Podcaster, Enhance ou je sais plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, si vous marquez, ça sur Google, vous tomberez sur le bon lien. Vous mettez, votre record qui est depuis votre téléphone, qui est pas forcément. Le son sera tout à fait correct, mais pas ouf. Ça va rendre le son comme si c'était un son d'un micro, professionnel. Vous récupérez le son, vous faites, votre petit montage avec CapCut, par exemple, sur lequel vous faites défiler des images, des trucs écrits un peu en mode PowerPoint et si votre sujet est intéressant et que ce que vous racontez est intéressant, et ben, c'est largement suffisant, en tout cas pour vous lancer et je pense à Fiscalité, je pense à l'époque, à, Jean-Luc, un mec qui faisait Mélenchon. pas Mélenchon, Jean-Luc Monteguao, Ah oui, oui, Monteguado, je vois. je sais plus comment il s'appelle, mais ID bref. Marketing, c'était. OK, bah, voilà, idée marketing, c'était il y a quoi, 8 ans, un truc comme ça. Mm. Il avait eu, je crois qu'il était monté à genre 30 000 balles de vente avec sa chaîne YouTube sans avoir montré sa tête. Donc voilà, vous pouvez déjà très bien fonctionner. Moi, il y a un mec que j'ai suivi à l'époque sur TikTok, j'ai plus le nom de sa chaîne, mais sur TikTok, il faisait que des tutos pour, TikTok Money. Le mec a jamais montré sa tête et une fois, il avait fait un screenshot, il avait fait un mois à 10 000. Donc voilà, pareil, tout à fait correct. Enfin, il y a clairement moyen de faire, des choses.
Et en plus de ça, si vous faites de l'affiliation, vous n'avez pas forcément besoin de vous montrer. Si votre but, c'est de faire de l'affiliation pour des produits, parfois, juste des images qui défilent avec une voix off par-dessus, c'est largement suffisant. Le faceless, ça peut très, très bien marcher. Il y a clairement des choses à faire. En tout cas, il faut pas que le fait de vous montrer soit un frein pour, ne pas vous lancer sur YouTube. Au pire, vous commencez sans vous montrer et puis un jour, vous vous montrerez, si vous avez envie. Moi, je rajouterais juste, c'est ce que j'ai conseillé à notre pote hier, mais c'est si vous vous demandez aujourd'hui: «Bah, OK, mais du coup, je vais faire que de la voya en faceless». En vrai, je pense que vous avez quand même un vrai avantage aujourd'hui à parler avec votre voix Mmh. et ça va quand même créer du lien, en fait. C'est même si on va peut-être pas reconnaître ce que c'est une IA, c'est pas ça le problème, mais voilà, soyez vous-même et le côté, un petit peu, original, unique que vous représentez, que vous êtes, quoi. C'est aussi ça qui va plaire aux gens. Donc pour moi, c'est important de capitaliser sur qui vous êtes et donc au minimum d'avoir votre voix. Et par rapport à ce qu'a dit Franck sur le faceless, tu as complètement raison. Par contre, si vous êtes prêt à montrer votre tête, pour moi, ça sera toujours un avantage. Ça, Oui. c'est assez minime, je pense, comme avantage. Enfin, je veux dire, mais vous allez quand même pouvoir connecter plus vite avec les gens, construire votre audience un poil plus vite, je pense, et potentiellement créer de la confiance un peu plus vite aussi. Mais globalement, vous pouvez tout à fait faire les choses sans montrer votre tête, ça c'est sûr. Moi, j'ai noté, prochain conseil sous-côté, la régularité, tout simplement. Franchement, bon, c'est pareil, c'est assez basique, on en parle souvent, mais franchement, je pense que c'est pas assez pris au sérieux. Soyez régulier. Ça fait trop la diff. Ça fait la diff sur ça fait la diff un peu partout, je pense, Mmh. sur tous les réseaux sociaux, même sur quand on fait du SEO. Et sur YouTube, c'est le cas aussi. Donc, regardez, vous cliquez si vous êtes sur YouTube, vous regardez le Wizards Podcast je vous défie de trouver un jeudi où on n'a pas publié depuis 2 ans. Ça n'existe pas. Donc, et c'est cette régularité-là qui finit par payer, en fait. Peu importe l'activité, et YouTube, c'est aussi le cas. Donc, et pour moi, il vaut mieux s'engager, vous engager avec vous-même, vous dites, bon, une vidéo par mois, ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, bah, je m'engage à sortir une vidéo tous les 2 mois. Mais au moins, vous avez la régularité de la sortir tous les 2 mois. Mais pas de les faire en freestyle et d'en sortir une et la prochaine 8 mois après, quoi. Voilà. Et YouTube va aussi vous récompenser pour cette régularité. Anto, tu pas d'autres points, toi? Non, pas sur YouTube. OK. Bah, moi, mon dernier point, c'est de vous greffer sur les sujets de trend. Donc ça, pourquoi je dis ça? Imaginons, pareil, on va prendre le domaine de la musculation, par exemple. Vous avez un site sur la musculation, tout ça, et demain, il y a Chris Bumstead, là, qui est le mec qui fait des compétitions de bodybuilding, qui, je sais pas moi, dit qu'il arrête tout aujourd'hui parce que, il a pris des stéroïdes et que malheureusement, sa santé va mal. Traiter un sujet d'actualité comme ça va faire que, en général, plusieurs gros, youtubeurs vont également le traiter et en fait, indirectement, les gens, quand ils regardent des sujets comme ça, parfois, ils en regardent plusieurs de plusieurs personnes et en fait, ça vous permet d'apparaître dans les recommandations sur des sujets qui sont traités déjà par, d'autres, gros. Alors si on prend un très gros sujet comme ça va être, parfois un peu compliqué parce que ça sera que les vidéos des très gros qui vont, se positionner. Mais sur des sujets un poil moins, trendy, mais qui le sont quand même, eh bien, vous aurez moyen d'aller, gratter du trafic en profitant un peu du fait que d'autres personnes parlent de ce sujet et qu'il y a un peu, un volume de recherche conséquent sur ce sujet-là et en plus de ça, quand, vous faites une vidéo YouTube qui traite d'une actualité comme ça, par exemple, eh bien, vous pouvez apparaître dans Google Discover. Donc Google Discover, qu'est-ce que c'est? C'est, quand vous allez sur Google, notamment sur Android ou sur Google Chrome, en général, là où il y a votre barre de recherche, juste en dessous, il y a plein de sujets d'actualité. Eh bien, si vous avez une vidéo YouTube sur un sujet d'actualité, c'est pas impossible qu'elle sorte ici et donc que vous ayez beaucoup de vues d'un seul coup depuis Discover avec une vidéo YouTube. Donc voilà, les trends, c'est important de les suivre et ça peut être sur, tous les sujets, il y a toujours des nouveautés.
Et le petit point, pareil, sous-coté sur YouTube, si vous monétisez, si vous faites de l'affiliation, le code promo est obligatoire. Voilà, faites des codes promo et assurez-vous de dealer des codes promo avec vos partenaires. Si vous faites des vidéos qui ont vocation à être monétisées en affiliation, sans code promo, vous coupez une énorme partie de ce que vous alliez récupérer en temps normal, quoi. C'est pas du tout comme une recherche Google où les gens arrivent et ils cliquent directement sur le call to action et ils se barrent. Là, ils vont difficilement passer par votre lien en description, donc il faut leur donner une raison de les taguer en tant qu'affilié. Ok. Hop. Alors ça, du coup, on passe au point sur l'affiliation. Ouais. Anto, est-ce que tu veux commencer? Sur l'affiliation, Ouais. bah j'en ai pas parce que je l'ai pas fait. Voilà. Ah, c'est pas bien. Bon, bah vas-y, Putain, le temps comment qu'on ça fasse se- les notes, tu vas Ouais. bien en trouver. C'est quand même ta Ça rate. spécialité depuis 10 ans. Vas-y, Anto. Vas-y, Franck, qu'est-ce que... Affiliation, du coup, mon premier point, et qui est très sous-coté, c'est mettez des liens d'affiliation absolument partout. YouTube, email, évidemment vos articles si vous faites de l'édition de site, vos réseaux sociaux quand vous parlez d'un sujet. En fait, il y a trop de personnes qui, je sais pas, ont peur de passer peut-être pour des vendeurs de tapis, à se dire, je vais pas mettre mon lien d'affiliation dans le post que j'ai fait sur Twitter, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Au pire, vous mettez un shortener depuis votre site web si c'est vraiment ça qui vous dérange, ou je sais pas quel serait le point dérangeant. Mais c'est dommage de vous couper de ça. C'est dommage de ne pas mettre des affiliations sur YouTube, par exemple, dans vos descriptions, même vos réponses de commentaires sur YouTube. Si on vous pose une question et que vous pouvez y répondre en apportant, par exemple, quelqu'un va dire, là, quelqu'un nous commente un message en nous disant quel, quel thème WordPress vous utilisez. Bah, nous, on utilise GeneratePress avec GenerateBlocks. On a de l'affiliation pour eux. Bah, si je réponds sur un commentaire YouTube, évidemment que je mettrai le lien. Parce qu'en fait, c'est même pas que la personne à qui on va répondre qui va cliquer sur le lien. Il y a tout aussi les lurkers, comme on dit, donc les gens qui juste regardent mais qui ne commentent jamais, qui mettent Les viewers de l'ombre. les viewers de l'ombre, voilà, qui se diront ah oui tiens c'est vrai quel thème ils utilisent et hop eux aussi ils cliquent et en fait ça fait un gros volume de clics et là-dedans il y en a qui convertissent. Et quand vous voulez monétiser avec de l'affiliation, bah, mettez de l'affiliation partout, en fait. C'est vraiment c'est la base du business et même dans des emails, par exemple, bah, si vous pouvez le faire, si vous parlez d'un sujet, si vous parlez d'un outil, par exemple, dans un email et que vous avez moyen d'avoir l'affiliation, eh bien, faites en sorte au moins d'aller débloquer l'affiliation avant d'envoyer votre email. Ça serait dommage de l'envoyer et de potentiellement envoyer du client gratos. En tout cas, vous, ça vous coûte rien, ça peut que vous apporter des sous. Le client, ça ne lui coûte rien. Et la personne qui devra vous payer pour ça, eux, ils ont des budgets marketing, ça rentre clairement dans du budget marketing. Et en plus de ça, honnêtement, l'affiliation, c'est quand même la forme de marketing la plus honnête, je trouve, puisque tu touches de l'argent uniquement si tu as ramené un client. Donc on fait quand même pas mieux que ça. Et c'est dommage de s'en passer. Anto, Bien t'en dit. as un qui a pop ou pas? Bah ouais, j'ai mis en vrai tester ces liens d'affiliation parce qu'en vrai erreur de débutant très sous-coté parce que quand tu les testes pas surtout sur des vieux sites et ben tu te retrouves vite dans la merde. Parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. Donc Clairement, pour vérifier que le lien soit pas mort ou que... Ouais, que l'offre est pas changée, que le network utilise toujours la même truc de redirection, qu'il soit pas bloqué par les antivirus ou des choses comme ça. il y a des choses pour automatiser ça, parce qu'en vrai, quand tu Bah moi je as traque donc 100 maintenant en vrai sites, bah, quand tu c'est traques en chiant, fait quoi. tu vois que tu fais pas de clics. Donc si tu fais pas de clics, c'est quand même bizarre. Ouais, si, Sur ton tu tracker. vois. Ah, sur ton tracker, ouais. Oui, Ouais. tu vois pas d'impression, enfin, tu Ouais, vois, c'est ça. par Donc exemple, tu des te dis il y a un impressions, truc mais bizarre quoi. ouais, ok. Ouais. Et moi, bah, pareil, j'allais parler de liens d'affiliation. Et moi, mon conseil, c'est poser vos liens dès le départ. Et c'est Ouais. ultra important. Et je vous donne un exemple parce que on a un article sur les Wizards qui, je pense, aurait dû nous rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Seulement, aucun de nous trois n'avait mis le lien d'affiliation. On l'a mis très récemment.
Et ça fait des mois qu'en fait ça clique à blanc, quoi. Il y a pas de, c'est pas traqué. Donc vraiment, plutôt que de vous dire oui, je le mettrai, enfin non, mettez vos liens dès le départ quand vous faites un article avis plus quelque chose par exemple, ou bref un article qui sera monétisé en affiliation. Posez le lien d'affi direct. Attendez pas que ça commence à faire du trafic ou je sais pas quoi. Faites-le direct. Ça, vous allez vraiment gagner du temps et de l'argent. Bah vas-y, Anto, comme ça on reprend le rythme normal. Eh ben, négocier ses CPA, souvent. Même quand ça ne fonctionne pas, dites que ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, parfois, ils vous mettent sur des mythes de merde. Enfin, ça dépend que ce soit en ultra et tout, vous avez des offres. Bref, on va pas rentrer dans le détail des mythes et Non, tout. mais Voilà. ah ouais, explique quand même vite fait. T'as moyen d'expliquer ce qu'est un mids en quelques mots? Mythes, grosso modo, c'est le process, c'est le processeur de paiement, quoi. Grosso modo, Ouais. c'est ça. Et t'as des mids qui sont de plus ou moins de bonne qualité selon le trafic. Par exemple, les networks ne savent pas si tu fais d'où viennent tes leads, donc ils vont pas te mettre sur des mids entre guillemets premium s'ils savent pas ton trafic. Par Ouais. exemple, il y en a beaucoup de networks qui bloquent au début, qui te capent pour voir si tu fais pas du carding, tu voles pas des cartes bancaires et tu les balances dans des offres. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai mis dites vos sources de trafic. Parce que, pareil, le network ne sait pas vos sources et vous avez donc le CPA classique qui n'est pas le même que si vous faites de l'achat de trafic ou que vous faites du SEO, le SEO est très souvent d'ailleurs la meilleure source de trafic. Et ce qui peut être un avantage pour négocier vos CPA parce que vous n'avez pas forcément la même qualité, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ça me fait penser, parce que je crois que AdCombo, par exemple, qui est un network où ils ont des produits Nutra, tu dois aller un peu négocier. Au bout d'un moment, quand tu as un peu fait tes armes, tu leur demandes à la fois d'être sur les bons mids et surtout sur les offres un peu premium. Et sur les offres premium, surtout, qui te mettent les bons processeurs de paiement. Sinon, c'est éclaté. Là, parfois. tu vois une très grosse différence, ouais. Ouais. Ok. Eh bien, moi, ça rejoint complètement ce que tu as dit. C'était n'ayez pas peur d'aller négocier des tarifs. Et donc, je pense à l'affiliation, comme le dit Anto, que ça soit d'aller négocier un peu plus de CPA, un pourcentage plus gros sur la vente ou qu'importe. Mais en plus de l'affiliation, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, vous pouvez, il y en a beaucoup qui acceptent ça, c'est de négocier des fixes pour des places dans des classements, par exemple. Et moi, pendant des années, je l'ai pas fait. Et en fait, c'est dommage parce que j'ai appris que ça se faisait énormément sur plein de sujets. Et les fois où je l'ai fait, je donnais des montants qui étaient super bas en fait parce que j'avais l'impression que je gagnais déjà très bien avec l'affiliation. Mais pareil, ça rentre dans leur budget de com, ça rentre dans leur budget marketing. Et en fait, quand ils vous demandent à être premier dans un classement, la plupart du temps, c'est même pas une histoire d'avoir plus de ventes, c'est de pouvoir aller voir le patron ensuite et dire: «Regardez, on est premier dans le classement du site machin», et voilà, ils sont contents. Donc et ça, même si ça leur coûte 1 000 balles par mois ou 2 000 balles par mois, il y en a, ça leur convient, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire ça. Moi, j'avais noté conseil sous-coté, construisez une communauté. Si vous le pouvez, franchement, construisez une communauté. Encore une fois, on rabâche, ça fait partie du branding, des EAT, etc. Mais je pense que, en fait, ne prenez pas ce conseil à la légère et dans 5 ans, vous nous remercierez vraiment très fort. Parce que c'est ce qui déjà commence à faire toute la différence en tant qu'affilié. Et si vous êtes aujourd'hui bon en affiliation, bon en SEO, mais que vous avez, comme nous, fait des sites d'édition de sites, enfin, vous avez fait l'édition de sites de manière relativement classique, et c'est-à-dire vous avez essentiellement ranké en SEO. Si vous arrivez demain à vous dire, OK, j'attaque cette grosse thématique, mais cette fois-ci, je le fais avec une communauté, et donc je mets vous faites ce qu'il faut pour que ça soit le cas, une chaîne YouTube, et vous construisez quelque chose sur long terme. Là, vous allez pouvoir débloquer, à mon avis, des mots-clés que vous n'auriez pas ou très difficilement atteints grâce à cette communauté, grâce à tout l'écosystème que vous allez créer autour de votre futur projet. Mais vous allez également, en tout cas dans la théorie, pouvoir tenir sur le long terme. Si vous faites les choses bien et que vous avez une communauté active, nichée, etc., pour moi, ça fait toute la diff et c'est, à mon sens, la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est exactement ce qu'on encourage nos élèves à faire dans la Wizards Academy. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut sortir la tête de l'édition traditionnelle.
et s'ouvrir à quelque chose de plus grand, se refocus. Et tout l'enjeu, en fait, il est là, à mes yeux. Bah, c'est voir les choses de façon long terme et optimiser la survie long terme plutôt que faire un truc court terme qui certes rapportera des sous, mais du jour au lendemain, tu te retrouves à zéro, quoi. Ouais, et la réalité par rapport à ça, c'est que je trouve que le court terme d'aujourd'hui, nous, le truc court terme avant, c'était 3-4 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand le site est fait comme c'était le cas il y a 4-5 ans en arrière, généralement, ça saute bien avant 3-4 ans, hein. C'est les Ouais. périodes Si de tu arrives 4 déjà ans, à avoir des résultats. si En tu arrives à plus, avoir des ouais. résultats. Donc pour moi, c'est méga sous-coté. Et l'autre avantage, c'est qu'au travers d'une communauté, vous allez pouvoir avoir de l'email, et en fait, vous allez souvent, quand on fait de l'édition de site classique, par exemple, eh bien, on va pouvoir se positionner sur des gens qui ont une intention de recherche, qui sont en train de douter et qui se disent OK, et qui tombent sur une preuve sociale, c'est-à-dire votre site, et qui se disent bon, d'accord, il me recommande ça, donc je vais là, donc vous avez une commission. Mais à partir du moment où vous commencez à créer une communauté, vous allez pouvoir suggérer. Vous allez pouvoir être dans la proposition, et en fait, les gens vous font confiance, puisque c'est plus qu'un simple site sur lequel ils passent et ils reviennent jamais. Vous instaurez une relation de confiance. Et le point, par contre, auquel il faudra faire très attention, même si ça semble logique, et j'espère que ça le sera pour tout le monde, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez créer une relation de confiance avec votre audience, bah, évidemment, faut pas leur conseiller de la merde, quoi. Donc tous les trucs un peu border, un peu scammy, qui certes parfois peuvent rapporter gros, si vous le proposez à votre communauté, si vous voulez pas passer pour des pingouins et vous faire griller en 1 mois et demi, évitez de trop forcer, quoi. Anto? Bah, j'ai mis traquer ses liens d'affiliation. C'est un peu comme tout à l'heure, mais en vrai, ne serait-ce déjà pour savoir d'où vient vos leads. Parce que notamment en SEO, parfois vous avez des pages qui font peut-être faire 80% du chiffre d'affaires et vous ne savez même pas que les leads viennent de cette page-là. Et parfois, ça vous donne des idées aussi pour aller sur d'autres mots-clés par rapport à vos pages qui font des ventes, quoi. Parce que, Comment tu traques ça? soit si t'as pas de tracker, genre Skyro, Maxconv, etc. Si t'as pas de tracker, tu peux utiliser les UTM dans les networks, tu sais, avec les sub machins. Parfois, OK. t'as quelques champs, Les quoi. sub-ID, tout ça. Ouais, OK, Ouais, voilà. ça marche. Moi, mon dernier point, c'était de ne pas avoir peur de contacter des marques en direct pour leur proposer de faire de l'affiliation. Pareil, c'est assez sous-coté parce qu'en fait, les gens, quand ils font de l'affiliation sur un sujet, ils vont regarder sur les plateformes, qui proposent de l'affiliation et ça s'arrête là. Et en fait, il y a pas mal de marques qui sont pas contre l'affiliation ou parfois qui font de l'affiliation mais en privé. Donc, tu le sais pas et donc toi, tu arrives et imaginons que tu as un sujet, tu as un site avec, une bonne notoriété sur un sujet, tu peux tout à fait contacter en privé, le service, commercial quoi et leur dire, ou le service marketing que tu trouves sur LinkedIn ou tu envoies au contact at et puis ils te mettent en relation avec la bonne personne en disant: «Voilà, moi j'ai un très gros site, sur la musculation, votre produit, il a l'air, vraiment top, je travaille déjà pour les concurrents qui sont machin, machin et machin». Donc en général, ça les attise un peu et ils vont essayer de te trouver un deal. Parfois, ça termine pas en affiliation, mais parfois ça termine en, par exemple, emailing sponsorisé. Donc c'est toujours ça de prix, hein, c'est quelques centaines, voire milliers d'euros qui peuvent être pris juste pour envoyer un email. C'est quelque chose de sympa. Article sponsorisé. Parfois, ils vont même vous proposer, moi on me l'a déjà proposé pour certaines thématiques, ils veulent juste de la news sponsorisée. C'est-à-dire que vous avez un site thématisé sur un sujet et les marques, eux, ils veulent juste relayer leur communication, importante. Donc, la marque, machin, sort, une nouvelle protéine, qui a pas le goût de lait, quoi, qui a pas le goût dégueulasse de la protéine. Bon, bah, voilà et ça, ils veulent juste de la communication dessus. C'est un peu comme de la relation presse, sauf qu'ils OK. savent qu'il faut payer et c'est ça marche très bien aussi, quoi et parfois, c'est eux qui vous fournissent le contenu et en plus de ça, eux, ils savent pas que le contenu, tu peux le faire avec en IA et tout. Ils se tuent, c'est genre, des alternants ou des stagiaires de la boîte qui vont écrire un article qui sera méga quali en plus, donc c'est tout bénef, quoi.
Alors moi, j'avais misé sur les sous-niches de grosses niches. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Tu viens de parler de musculation, Franck. Et ben, ça peut être aujourd'hui, vous savez que, enfin, vous le savez peut-être pas, mais du coup, la niche de la santé contient la niche de la musculation, qui est une très grosse niche, assez large. Et vous pouvez, par exemple, vous spécialiser à l'intérieur de la musculation sur la calisthénie. C'est ça comme ça qu'on me dit, là, les gens qui sont avec les barres, les machins. Ou sur l'haltérophilie, ou enfin voilà, sur plein de trucs. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire en affiliation, surtout quand vous débutez. Commencer niché, ça vous permettra d'atteindre plus rapidement une partie de cette niche sur des thématiques qui, on le sait, sont très rentables. Je vous ai pris l'exemple de la muscu, mais ça, on pourrait imaginer plein de choses sur le secteur du dating, par exemple, de la rencontre. Il y a des gens qui veulent rencontrer des gens dans plein de situations différentes, des gens qui veulent se rencontrer entre riches, des gens qui veulent se rencontrer dans la même religion, des gens qui, enfin, il y a plein de choses. Donc moi, je vous invite à aller dans ce sens-là. On Et passe bien, on sur peut le passer CRO. sur la partie CRO, ouais. Anto, vas-y. CRO, pop under. Donc plusieurs moyens de le faire, soit par un disclaimer, soit bref voilà, ou sinon juste quand quelqu'un clique sur votre page, ça va avoir une pop et pareil, mine de rien sur des gros sites avec beaucoup de trafic, sous-côté, vous pouvez prendre facile un bon petit 10-15% de CA en plus, je pense. Parce Sans que trop ça pose forcer. le cookie. Ça pose le cookie, ouais, et t'as même des gens, parce que moi j'en ai sur des sites où c'est des formulaires et les gens remplissent des formulaires, donc Ok, tu vois. ça marche. Moi, mon point, c'était mettez un lien / un bouton le plus tôt possible sur votre page. Ça rejoint un peu ce que disait Arthur avec l'entonnoir inversé tout à l'heure. C'est pareil, Ouais. les gens ont besoin de rapidement avoir une réponse et ils ont rapidement envie de cliquer quelque part. N'ayez pas peur, encore une fois, de faire une micro-intro de 2 lignes, de mettre un truc genre, en bref, dans cet article, vous allez découvrir que le meilleur produit, c'est celui-là. Bouton pour le découvrir. Hop, terminé. Tout le reste, c'est vous faites, votre truc, mais les jeux il y a déjà, si vous traquez, vous verrez qu'il y a plein de gens qui cliquent déjà sur ce bouton du haut. Bah, mon point à moi, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, Franck, c'est le fameux call to action au-dessus de la ligne de flottaison. Une ligne de flottaison, c'est quand vous arrivez sur une page web, que ça soit sur mobile ou sur un desktop, donc sur un ordinateur traditionnel ou sur tablette, c'est le moment où vous arrivez et la première chose que vous voyez, sans ne rien toucher, sans scroller. Par exemple, si vous êtes sur ordinateur, vous ne scrollez pas et ce que vous allez voir sur la page, eh bien, c'est ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Et là, c'est très important. Il y en a qui l'oublient et ça rejoint exactement ce que vient de dire Franck, qui mettent le bouton trop bas, le premier call to action trop bas. Ça, c'est vraiment, vous vous mettez une balle dans le pied en faisant ça. Donc ça, c'est le premier point important pour moi. Anto? Ça me fait penser, je l'avais pas noté, mais là ça vient de me faire penser, de bien mettre des boutons qui ont la forme d'un bouton. Parce que j'ai le cas actuellement sur un site, parce que je l'ai vu avec Clarity, et en fait, j'ai au-dessus du bouton, j'ai un espèce de... Enfin, je dis les bénéfices du truc, et en gros, ça ressemble un peu à un bouton avec une ombre, et en fait, les gens cliquent dessus au lieu de cliquer sur le bouton. OK. Donc, tu vois, d'avoir vraiment un bouton qui ressemble à un bouton, mettre une flèche, enfin, toujours pareil, les Mongols, quoi. Mais, Ouais, ouais. mais il faut leur montrer que c'est un bouton, quoi. Ouais. OK. Moi, mon point suivant, c'était faites des blocs cliquables. Nous, comme on le dit, en tout cas avec le thème qu'on utilise, on peut faire ça. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans la Wizard Academy. Comment faire des blocs entiers qui sont cliquables. Parce qu'encore une fois, quand vous utilisez des outils de type Clarity, vous allez voir que les gens cliquent un peu partout et vous, votre but, c'est qu'ils cliquent à un endroit où il sera redirigé sur, votre lien d'affiliation ou sur, votre produit que vous avez à vendre. Il y a trop souvent, par exemple, vous voyez un peu sur des pages où il va y avoir, par exemple, un bloc où ça sera l'image à gauche, un peu de texte à droite et puis, par exemple, un bouton, en dessous et puis, tout ça dans un encadré, par exemple. Et ben, il y a des gens, moi je l'ai déjà vu sur Clarity, qui ont, en fait, vu que le truc était encadré, et ben, ils cliquaient pas sur le bouton, ils essayaient de cliquer plein de fois, soit sur l'image, soit sur le texte, mais jamais sur le bouton. Et en fait, ça, je m'étais dit: «Mais what the fuck, quoi, c'est super chiant» et donc en fait, maintenant, tout le bloc entier est cliquable, donc qu'importe où ils cliquent, eh bien, ils sont redirigés et ça règle complètement le problème. Donc
faites des blogs cliquables, vous serez content de l'avoir fait. Faites toute la page cliquable. Bah, limite, hein. Mais franchement, c'est fumé. Hein. C'est un très bon conseil. Anto, non, c'est à moi. Je sais plus. C'est à toi. Ouais. C'est à moi. Moi, je me suis mis vidéo sur la money page. La vidéo, Ouais, c'est une très bonne manière d'améliorer votre conversion, d'avoir une vidéo qui, par exemple, va expliquer très rapidement, va donner un avis sur le produit, va aller un peu plus en profondeur peut-être sur le produit, sur ce qu'il permet de faire, va permettre encore une fois de connecter d'une manière un petit peu plus forte et de potentiellement acquérir la confiance de vos visiteurs qui auront la curiosité d'aller cliquer sur la vidéo. Et la réalité, c'est que ceux qui s'en fichent n'iront pas voir la vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est un plus assez intéressant. Donc, si vous avez une page qui vous rapporte beaucoup d'argent, surtout en affiliation, par exemple, mais pas que, vous pouvez essayer de mettre une vidéo et vous verrez que ça risque d'améliorer vos résultats. Et pas une vidéo très longue, hein. Ça peut être vas-y. un truc de quelques secondes. Enfin, pas, j'abuse, mais ça peut être quelque chose de 30 secondes, quoi. Une minute. J'avais pas d'autres trucs, mais je vais rebondir sur Arthur. Commander même des UGC sur ce genre de trucs. En vrai, sur les produits régime et tout, ça peut faire carnage. Et pensez à sous-titrer vos vidéos. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui écoutent sans son. Donc voilà. Mais ça, il y a des IA pour le faire. Vous regardez dans la description, vous avez la toolbox des wizards, quoi, un lien à la boîte à outils, et dedans, vous cherchez sous-titrage IA, il y en a plein qui le font. On les a récapitulés avec des codes promo. Mettez des liens d'affiliation sur des images de type infographie ou explication en permettant d'en savoir plus. En gros, pareil, c'est constat que j'ai fait sur un de mes sites d'affiliation. Je présentais un produit et j'avais une infographie qui était tirée d'un article de mon partenaire. C'était pour un produit de musculation, justement, un complément alimentaire. Imaginons que vous, bah, du coup, vous allez prendre son article, vous allez demander à ChatGPT de vous le reformuler, de sortir que les points clés. Avec ces points clés sur Canva, vous faites une petite infographie. L'infographie, vous la mettez sur votre article, c'est bien, ça fait un espèce de truc facile à lire qui fonctionne bien. Et en fait, en dessous, en légende, je mettais pour en savoir plus, ou je sais plus comment j'avais tourné ça, mais cliquez sur l'image. Et les gens, quand ils cliquaient sur l'image, ils étaient redirigés sur l'article explicatif très complet, le tout qui était quand même traqué parce que c'était sur le blog de mon partenaire, donc je pouvais quand même mettre mon lien d'affiliation, qui renvoyait sur sa page de blog et pas vers une page produit. Et lui, sur sa page de blog, il avait tous ses produits, qui étaient en lien avec ça. Et en fait, les gens, du coup, arrivaient sur mon article, lisaient ça, cliquaient sur l'infographie pour en savoir plus. Le partenaire, en expliquant, rentrant dans les détails scientifiques et tout ça, ça convertissait les gens. Et depuis sa page, ils achetaient le produit. Moi, je touchais ma com quand même parce que j'avais bien mis mon lien d'affiliation. Donc, mon cookie avait été posé. Donc, voilà. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Ça vous permet de gratter des coms plutôt cool. Trop cool. Et moi, mon dernier point sur la CRO, c'est avoir une preuve sociale au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là, même principe qu'avec le call to action. Par exemple, si vous allez aujourd'hui sur des SaaS connus ou sur des gens qui vendent des services, par exemple, s'ils ont un site efficace qui a été bien construit pour la CRO, donc pour l'optimisation du taux de conversion, vous allez retrouver, par exemple, un petit encart sous le call to action, par exemple, avec marqué notre service est noté 4,8 sur 10, 4,8 sur 5 sur Trustpilot, ou 1280 utilisateurs satisfaits. Enfin, un truc à la con, mais juste en fait, avoir de la preuve sociale, ça va vraiment faire la diff aussi. La preuve sociale, et puis après, avoir des avis plus spécifiques, ça peu importe, que ça soit sur la page d'un service, d'un produit que vous avez, ou pour de l'affiliation. Les avis, c'est important pour les gens. Et donc, d'avoir une preuve sociale rapide, efficace comme ça, c'est vraiment une bonne chose. On passe à l'IA. On peut passer à l'IA, tout à fait. Bientôt.
Eh ben, tout le DIA que j'utilise tous les jours, Flux.ai, gratuit si vous le mettez sur votre PC, sinon vous avez je crois qu'il est sur Replicate. Replicate, ouais. Ouais, et c'est une des seules IA qui gère parfaitement, pas parfaitement, mais qui permet d'écrire maintenant. Et en vrai, pour les publicités et tout, c'est un gain de temps phénoménal. Donc, et surtout sur des trucs connus, parfois ils reprennent même la police des magasins. Enfin, c'est assez propre. Tu peux faire un truc très propre. Franchement, c'est une des IA de création de photos et tout que je trouve la plus balèze, même au-dessus de Midjourney, je trouve aujourd'hui, quand tu sais bien le prompter, je pense. Moi, je trouve pas, mais par contre, c'est vrai que sur la partie texte, c'est largement au-dessus, c'est très Ouais. fort. Ouais. Mm. Mais par contre, en termes de qualité d'image et tout, je trouve que Midjourney reste au-dessus. Mais en tout cas, c'est clairement le modèle qui se tape le plus avec Midjourney. Moi, mon point, pareil, j'en parle parce que je l'utilise tous les jours maintenant, c'est Squatch. Je l'ai évoqué de nombreuses fois. Vous avez le lien en description. Vous avez d'ailleurs un code promo si vous voulez l'utiliser. Pourquoi j'en parle? Parce que pour de Code la... promo Wizards à vie, faut préciser, Oui, au à cas vie, où. Parce c'est vrai. et là, ça y est, il est officiellement à vie, donc c'est trop cool. C'est vrai. Mais ouais. Du coup, Squatch, c'est un tool de rédaction IA qui aujourd'hui fait, en tout cas moi, ce qui me paraît le mieux, en tout cas que j'arrive le mieux à travailler avec, qui me fait des super bons contenus. Là, j'ai lancé tout un PBN avec du Squatch. Ça se positionne très bien, donc c'est très cool. Par contre, ça nécessite de savoir le prendre en main et je vais vous donner, ce qui pour moi est sous-coté et peut-être que les gens utilisent mal avec Squatch. C'est que vous devez créer un persona ultra précis et ça je force là-dessus, mais moi mon persona maintenant, j'explique même comment il écrit, sa façon de réfléchir, sa façon d'écrire et tout ça, je pousse le persona très, très loin. Et ensuite, en plus de ça, je rajoute des instructions personnalisées pour aller encore plus loin par rapport à ce que je veux. Les instructions personnalisées, vous pouvez soit, quand c'est un truc récurrent, les créer, mais sinon, quand vous mettez votre article, en gros, que vous mettez les mots-clés sur lesquels vous voulez ranker, vous pouvez marquer entre parenthèses, et là, vous pouvez rajouter des choses. Donc, ça va se baser sur à la fois votre persona, et en plus de ça, ça va, en plus du persona, faire ce que vous le dites dans les instructions personnalisées. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je lui dis, dans mon H2, je veux que tu parles de ça. Dans mon H3, dans le deuxième H2, je veux que tu parles de ça. Dans le troisième H2, je veux que tu parles de ça. Et dans ceux d'après, tu peux faire un peu à ta sauce pour compléter s'il y a des choses qui manquent. Et ça me sort des articles vraiment nickel. Et vu que ça se base sur les résultats de recherche déjà de la SERP, en gros, ça répond à l'intention de recherche et tout ça. Donc voilà, ça fait vraiment la différence. C'est, je pense, assez négligé. Et pour autant, c'est pour moi ce qui permet d'avoir de très bons résultats en rédaction IA comme ça. C'est du one-click. Je sais qu'il y en a plein des tools de rédaction IA, mais moi, j'ai On les a l'habitude de... testés en plus, c'est ça la réalité. On C'est a qu'encore une testé fois, énormément de tools. Moi, c'est celui que j'ai gardé, mais voilà. Arthur? ouais. Moi, je voulais vous parler dans la construction des prompts. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience d'à quel point le fait de donner des exemples à l'IA, donc on va parler de ChatGPT, mais ça peut être n'importe quel modèle, c'est game changer. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez générer avec votre prompt un plan d'article précis, la meilleure des choses à faire, c'est de construire votre prompt de manière claire à ce sujet et de lui donner dans votre prompt un exemple de ce que c'est pour vous un bon prompt d'article précis. Et là, pour le coup, vous réfléchissez vous-même, vous allez vraiment faire un plan d'article extrêmement efficace, extrêmement précis, extrêmement pertinent, et vous lui donnez en exemple, et en fait derrière clairement l'IA fait des miracles. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ce truc-là et qui vont pas forcément aller donner des exemples concrets, alors que ça fait une diff de fou sur les sorties. Anto? J'utilise pas plus d'IA à part ChatGPT, donc Ok. je suis retour sur ChatGPT, sinon voilà, plus de Claude. Ça marche. Plus de Claude. Plus de Claude. Mais du coup, pour le preview. Le preview, ouais. Je sais pas où ça en sera, parce que on vous avoue que cet épisode de podcast, on le tourne très en avance. Très en avance. Mais bon, en tout cas, preview, ça fait la diff. Et toi, t'es passé de Claude à preview pour ton code.
Ouais, exactement. Le seul point négatif, c'est 45 messages par semaine, je crois, ou un truc comme ça. Hmm. C'est un peu limite. Bah, c'est limite. Ouais. D'ailleurs, si J'ai 2 jamais t'es abonnés. bloqué, J'ai 2 abos hésite. maintenant. Ok, bah sinon tu me dis, hein, moi je les utilise pas mes previews, donc Ah. hésite pas. Moi, Franck, j'avais un petit point, du coup, c'est d'utiliser l'IA pour faire des résumés du news sur un sujet. Donc, en gros, on le sait, pour vos sites, par exemple, c'est important que vos articles soient à jour. Sauf que c'est chiant de les mettre à jour et en fonction des sujets que vous traitez, et ben, quand il y a une nouveauté, quelque chose, une avancée, scientifique, je sais pas, qu'importe ce que vous traitez comme sujet, qu'il y a une nouveauté, et bien, vous prenez un article de news, connu, vous demandez à un ChatGPT de vous faire un résumé bref de cette news en quelques lignes et ça, vous avez plus qu'à le copier-coller et le mettre en haut de vos articles pour montrer que c'est mis à jour, quoi et c'est mis à jour avec de la vraie donnée de quelque chose qui est mis à jour, enfin, de quelque chose qui est, une vraie, news. Donc en gros, Google se dit: «OK, il prend soin de son article de le mettre à jour. Ce qu'il raconte en plus de ça, c'est vrai, c'est mis à jour» et ça vous permet, sans trop vous casser la tête, de mettre à jour vos articles et ça, je pense que même pour quelqu'un qui sait automatiser ça, je pense que c'est automatisable. ouais. Arthur? Alors moi, je voulais parler du fait d'analyser et automatiser, enfin, en gros, automatiser sa veille avec l'IA. Et le gros point qui est quand même game changer, c'est qu'aujourd'hui, l'IA coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'il y a quelques mois. GPT-4o est très bon et vraiment pas cher quand on l'appelle en API. Ce qui fait que moi, ce que je vous invite à faire, c'est que moi, j'ai des N8N qui tournent sur des sites concurrents, sur des trucs, et moi qui suis pas technique et justement, j'ai pas envie d'aller me faire m'embêter à aller réfléchir à comment je peux faire une automatisation qui va scraper, puis détecter, puis machin. En fait, avec l'IA, vous pouvez prendre des raccourcis de dingue et aujourd'hui, ça coûte quasiment rien. C'est que j'envoie juste sur une API qui me permet de récupérer, par exemple, le code HTML d'une page au complet et je vais lui dire, bah, tous les jours ou toutes les heures, tu vas sur cette page, tu extrais le code et tu regardes si à l'intérieur, il y a eu un changement, il y a eu ci, il y a eu ça. En fait, là, je vous donne l'exemple de la veille concurrentielle, mais en fait, le coût aujourd'hui de l'IA fait que vous pouvez en plug de partout. Moi, j'ai une tonne d'automatisation pluggée. Je dois dépenser un truc comme $2 par jour de frais API, ce qui est vraiment pas grand-chose pour ce que ça me rapporte et ce que ça me permet de faire. Mais franchement, pour moi, ça a tout changé, le coût de l'IA. Donc voilà, moi, c'était le conseil, c'est n'hésitez pas à en coller de partout, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas nécessairement le plus technique, ça permet de faire des raccourcis de fou. Ouais, c'est pas con, hein. Vas-y, à ton tour. Franck, Ah, maintenant, tu avais plus de points, toi. Eh il a plus ben, rien en tout. Non. bah, mon dernier point, c'était juste, parce que je le fais actuellement, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire vos scripts de vidéos YouTube. Il est très bon, notamment si vous, par exemple, vous faites des top 10 sur des choses et que vous devez lui faire présenter des trucs. Moi, le fonctionnement est assez basique. Au début, je lui ai dit tout ce que je voulais par rapport à ma vidéo YouTube. Donc, je lui disais: «Je veux qu'elle commence, par ça. Je veux que tu dises que les informations, on peut les trouver sur tel site». Donc, je lui donne le nom, le branding de mon site, tout ça. Je lui dis tout ça. Je lui dis: «Je veux que tu sois, qu'au début, tu aies un hook, je veux que tu parles de façon punchy». Enfin, je lui raconte tout ça. Et quand, il est OK avec, à peu près cette structure, il m'a fallu, 5 scripts et à chaque fois, je le corrigeais en lui disant ce que j'aimais pas et ce que je voulais et maintenant, je lui envoie juste mes infos, il me fait un script parfait à chaque fois. Donc j'ai fait ça et ensuite, en gros, vu que je fais des top 10 de produits et bien, en gros, je lui copie-colle, je prends toute ma page d'un produit, je copie-colle tout comme ça en vrac, je lui colle et en gros, je lui dis: «Bah, voilà, là, je vais faire un top 10 sur tel sujet. Voici les 10, informations, enfin 10 produits et les informations, liées à ça». Je copie-colle tout, je mets 1, 2, 3, 4, 5, enfin dans l'ordre, moi je le fais à l'envers, donc ça fait, 19, 8, 7, et ainsi de suite pour que ça termine par le premier, le meilleur produit. Hem, Même si il y a énormément d'informations et tout, je lui envoie ça, il me dit: «OK», il me fait mon script. Le script, s'il correspond plus ou moins, en tout cas les premiers, bah, du coup, je lui dis: «OK, là, c'est pas assez punchy ce truc-là, tu pas donné le nom de mon site au début, t'as pas dit qu'il fallait s'abonner, mettre des commentaires et tout ça». Donc ça fait, vous savez ce truc-là où il dit, «mémoire mise à jour». Il me dit: «C'est bon, j'ai appris le truc, OK». Deuxième script où je lui fais recommencer et je fais ça en boucle
Et à la fin, quand en plus de ça, vu que je fais en multilangue, quand il m'a fait un script qui est bien, je lui dis ok, bah super, maintenant tu me le traduis exactement le même mais en anglais. Et comme ça, je prends le script, Eleven Labs, vidéo, et hop, ça part, quoi. Donc ça vous permet d'automatiser pas mal de choses là-dessus. Bah, dans la même idée, alors, je viens d'y penser pendant que tu le disais, mais là, ce que je fais de plus en plus, surtout que maintenant avec la mise en mémoire, c'est assez pratique, je trouve. Par exemple, en gros, ChatGPT, quand vous lui parlez d'un truc, je vous donne un exemple, mais là, on a eu un souci avec le studio de podcast qu'on a réservé. Il y avait des grésillements. Enfin, en gros, techniquement, c'était pas bon et ça nous a pas plu et ça nous fait chier de passer par des prestataires qu'on paye pour avoir un résultat qui est pas professionnel à la fin. Donc moi, ce que je fais de plus en plus, c'est que je lui donne comme ça en masse tous les échanges que je peux avoir, la situation, je lui donne tout le contexte de ce qui se passe, etc. Et en fait, de cette manière-là, si jamais j'ai une réponse mail 3 jours après, je lui dis, tu te souviens de ce qui s'est passé avec le studio de podcast? Oui, oui, il me fait un petit résumé, il me dit, et est-ce que tu as eu la réponse? Donc oui, je lui copie la réponse. Et en fait, juste comme ça, pour tout ce qui est mail un peu, en fait, moi, je suis un peu le sang chaud et vu que j'ai jamais été, j'ai jamais, le fait de rester cordial, de rester zen, je sais pas trop faire, quoi. Donc, et généralement, je finis par le regretter. Et en fait, là, le fait de faire passer mes mails dans le chat GPT, ça fait que lui, il reste toujours assez correct et ça part jamais en couille, comme ça pourrait partir si c'était moi vraiment derrière le mail. Et en vrai, aujourd'hui, ça me fait gagner un temps fou aussi. Sur cette partie mail, quand je communique avec des avocats, des prestats ou ça m'aide beaucoup, honnêtement. Et le dernier point que je voulais aborder, moi, c'est encore autre chose, mais c'est ce que les GPTs au pluriel, les GPT custom. Donc c'est pour tous ceux qui ne savent pas, même si je pense que la majorité d'entre vous le savent aujourd'hui, quand vous êtes abonné à ChatGPT, vous pouvez faire en gros, entraîner le modèle sur un petit échantillon pour lui donner de la data, il faut lui donner des documents, il faut lui donner un contexte. Et moi, j'en ai pour franchement à peu près tout. J'en ai pour mes formations, j'en ai pour le Wizards Podcast, j'en ai pour Lucide. Et en fait, dès que j'ai une question par rapport à l'un de mes projets, l'un de mes sujets principaux, je vais directement aller la poser à l'intérieur du GPT qui a déjà tout le contexte de tout. Et ça, c'est pareil, ça me fait gagner un temps fou. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'est pas déjà quelque chose que vous faites dans vos business respectifs, je vous invite vraiment à le faire. C'est facile de setup un GPT. Vous lui donnez du contexte à balle, vous lui expliquez à quoi il va vous servir à l'avenir et vous lui donnez un maximum de data sur le sujet et ça vous fait gagner un temps fou. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour, les gars, de cet épisode de podcast sur les 3 conseils sous-cotés par thématique. Si c'est un sujet qui vous a intéressé, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Les étoiles sur les plateformes d'écoute. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.